Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Ah, ben regarde, toute bonne chose à une fin. Un bon week-end où on a décroché pas mal. Mon ami Jerry m'a dit qu'il avait décroché aussi. Mr. White m'a dit qu'il avait décroché. Tant mieux. J'espère que les pirates ont fait la même chose. Bon 19 ans Radio Pirate aujourd'hui. Bon 25 ans avec MC, pas petit MC, qui endure son homme depuis 25 ans. Donc, beaucoup de choses. Donc, merci aux pirates d'être là depuis si longtemps. C'est grâce à vous. Merci à mes boys qui sont là également, parce que sans eux autres, je pense pas qu'on serait là tous les jours comme ça. Impossible. Donc, bon 17 mars. Bon 17 mars. Beaucoup de choses ce week-end. On a eu un premier Grand Prix de F1. On va en parler tantôt, un peu plus tard, avec Philippe. Parce qu'on a eu une course extraordinaire en Australie, vraiment extraordinaire. Donc, un bon début de saison et ça risque d'être chaud comme ça. Donc, ça va être chaud, comme disent les plus jeunes. Ça va être chaud. Donc, j'ai perdu un petit 10 piastres. T'as perdu un petit 10. Tu l'avais mis sur qui, finalement? Sur Lewis Hamilton. Oh oui, regarde, Lewis. Non, mais regarde, parce que la cote était bonne. Ben oui, c'est fun, c'est intéressant de mettre une cote de 7, donc tu peux faire un petit 60 avec ton 10. Ben oui, mais là, Lewis, avec son nouvel ingénieur, ça risque de finir à coup de poing d'en face parce qu'il était tanné de l'entendre. Le moment, il dit « Arrête de me parler, je suis plus capable. OK, je me concentre, ces affaires-là, arrête de me parler. Too much information. » Donc, Lewis a à s'adapter à sa nouvelle écurie. On verra comment ça va tourner, mais ça a été mais les deux Ferrari ont eu un petit problème. Là. Je veux dire, il y a eu on va appeler ça un problème la stratégie n'était pas bonne. OK, on va appeler ça de même. Donc, victoire de Lando Norris du côté de l'Australie. Très bonne course. On a eu également un très bon tournoi. Je sais que Dodu et notre chum Nick de Milwaukee étaient là. Très bon tournoi à Ponte Vedra Beach, dans le coin de Saint-Augustine, Jacksonville. Le tournoi a fini il y a quelques minutes seulement. C'est Rory McIlroy qui a gagné donc un des plus importants tournois de la saison. Moi, je pense que c'est mon tournoi préféré avec le Masters, probablement mon tournoi numéro 2. Et l'an prochain, j'ai dit aux boys, je vais me joindre à vous autres pour être là ce week-end-là. C'est certain. Mais très bon week-end. Petite game de golf en fin de semaine, un peu de bateau, même beaucoup de bateaux en fin de semaine. Donc, on a profité du beau temps ici. Et je vois la montée de la température. C'était doux, comme tu disais ce matin, 2 degrés. Oui. On s'en va tranquillement vers le printemps. C'est cette semaine, le printemps. Là. C'est cette semaine. Donc, 21 mars, cette semaine, grosse étape importante dans notre tête. Le changement. Je sais qu'il peut y avoir un petit soubresaut, il peut arriver un petit refroidissement, mais c'est pas grave. On s'en va vers le meilleur. Il faut rester, surtout dans cette époque-là où tout le monde bougonne, il faut trouver des petites affaires le fun. Les journées rallongent, beaucoup de stock. Bon, on commence par quoi? Regardons ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Allons-y avec Mark Carney, qui semble être le sujet des Canadiens et surtout des Québécois depuis au moins 2 semaines. Quand même un peu spécial d'avoir vu Mark Carney s'en aller en Europe comme premier voyage. Ouais. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Carney, en faisant ça, veut envoyer le message que finalement l'avenir du Canada est avec l'Europe? Je veux dire, pensez-y un peu, là, entre vous et moi. L'Europe, c'est 4% des échanges commerciaux. Pourquoi? Parce que l'Europe a déjà ce qu'il faut. Ils ont déjà leurs fournisseurs. Ils sont ailleurs aussi. Ils sont très loin. C'est pas le même monde. Là. Si on essaie de vous faire croire... Il y a comme un océan entre les deux aussi. Oui, si on essaie de vous faire croire que le Canada, c'est l'Europe là, et que l'Europe, c'est le Canada, regardez sur une map et vous allez voir que non, on est des Nord-Américains. Là. C'est pas pour rien que 80% de nos échanges commerciaux sont faits avec les États-Unis d'Amérique. Très bon segment à venir avec notre chum Denis de Beautiful dans quelques instants pour les gens sur la version cheap de Radio Pirate. On a le double, même un peu plus, avec Denis de Beautiful. Et on fait le tour de toute cette question-là. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent en ce moment. Mais écoutons Mark Carney un peu plus tôt, il y a quelques minutes, en France avec Macron. Ça, c'est le président de la France.
On est toujours dans les histoires de rumeurs. De plus en plus clair, il semblerait que Macron est marié avec un gars. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais écoutons, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, est-ce que Mark Carney a à dire à Macron ce matin en France? That France and the whole of Europe works enthusiastically with Canada, the most European of non-European countries. Determined like you to maintain the most that France and the whole of Europe. Ouais, regarde, ça, ce que j'aime pas de Mark Carney, c'est que le gars, bon, OK, je pense que tout le monde sait que le gars, c'est un mondialiste. Tout le monde, l'histoire de la taxe de carbone, achetez pas ça zéro. Bon coup de Pierre Poilievre, il y a quelques minutes, qui a décidé de flusher, si jamais il est élu, la taxe carbone, même pour les industriels. En passant, ça commence à s'éliminer partout. Il y a juste le Québec qui garde la taxe carbone, qui vous coûte aux alentours de 10 à 11 cents le litre à chaque fois que vous allez à l'essence, entre autres, et que bien les compagnies ont. Si vous avez du gaz naturel à la maison ou quelque chose, vous la payez également. Si vous avez du propane pour votre cuisinière, vous avez une taxe carbone qui est cachée. Le Québec a une taxe carbone. Il y a un marché de carbone qui n'existe plus au Canada depuis en fin de semaine. Quoique, si on est fair, malgré l'annonce de Mark Carney, il n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Donc, il vous a menti. Tout ce que vous avez vu en fin de semaine, c'était de la bullshit. C'est des affaires qui ne s'appliquent pas. La manière qu'il le fait, il ne peut pas le faire de cette manière-là. Il peut le dire, il peut dire qu'il va le présenter devant le Parlement, mais il doit aller devant les élus pour présenter son projet. Mais le gouvernement est fermé. Et à ce que je sache, ce gars-là qui a été élu par personne, qui, aux yeux même du gouvernement juste en bas de nous autres, qui est pas mal la raison pourquoi le Canada a la vie qu'il a, eh bien, le gouvernement américain n'a pas encore reconnu le nouveau premier ministre, car il n'est pas élu par personne. Et ça, ben, je suis un peu surpris de voir que beaucoup de Québécois, ça ne les dérange pas, ça, qu'on ait un gouvernement qui a été placé, pas un gouvernement, qu'on ait un premier ministre qui a été placé par un peu de monde, mais qui n'est pas élu démocratiquement. Ce gars-là n'a pas de siège nulle part. Donc, ce qu'il a fait en fin de semaine, c'est de la bullshit. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais disons-le, il a l'intention, même si pour les libéraux, et même que si ce gars-là était derrière la taxe carbone, parce que c'était le conseiller de Trudeau à l'époque, de tout le programme de Trudeau, taxe qui a été défendue à tour de bras jusqu'à tout récemment par Trudeau lui-même, par Stephen Guilbeault, par à peu près tous les ministres du gouvernement. C'était « Ah non, mais si on suit le plan de Pierre Poilievre d'enlever la taxe carbone, la Terre va mourir. » Et là, tout d'un coup, comme ça, pour des histoires de sondage politique pour qu'il soit bien placé s'il y a une élection à un moment donné, eh bien, on décide de flusher la taxe carbone, qui n'est toujours pas flushée en passant. Parce qu'il faut aller devant le Parlement, tout ce qui a été signé. Ici, il n'y a pas de décret possible. On a essayé d'imiter Trump, on le fait de la même manière, on le présentait ça de manière hollywoodienne pour essayer de jouer la game de Trump. Mais Carney, ce qu'il a fait en fin de semaine, c'est de la bullshit. Là. Rajoutez à ça que le gars essaie de se cacher sur « Coudon, es-tu vraiment quelqu'un qui a vécu au Canada? Est-ce que tu connais vraiment le Canada? Pas sûr de ça. » Ensuite, avoir transporté sa compagnie canadienne vers les États-Unis en nous disant « Non, j'ai rien à voir là-dedans, j'étais plus là. » Et on a découvert tous les échanges parce que c'est une compagnie publique. Et cette compagnie-là, il y a eu effectivement un genre de président du conseil qui a approuvé le déménagement et c'était Mark Carney. Ensuite, on regarde un peu comment ce gars-là joue avec ses propres impôts pour en payer le moins possible entre ses appartements de New York, de Londres, etc. Et on essaie de savoir qu'est-ce qu'il a? Qui il est, ce gars-là? Et il a placé tous ses avoirs dans une fiducie qui protège tout ce qu'on pourrait avoir qui devrait être rendu public. Donc, c'est un gars assez mystérieux, mais le plus mystérieux de tout ça, pour montrer la faiblesse de ce gars-là, c'est qu'il a décidé de flyer vers l'Europe au lieu d'aller voir Donald Trump. Parce que, entre vous et moi, probablement que si je me fie à nos Québécois qui sont en furie contre les Américains et même les Canadiens anglais, je pense que le sujet numéro 1, c'est pas mal d'aller dealer avec Donald Trump et avec le gouvernement américain. Mais il a décidé de prendre l'avion en passant par Montréal pour aller voir François Legault. Et François Legault, il a dit, en passant,
Tu dois aller négocier tous les tarifs que Trump nous met, mais tu dois garder les nôtres. Nous, c'est pas vrai qu'au Québec, on va laisser tomber, entre autres, la gestion de l'offre. Ouais. Ça, cette vision-là du Canada et du Québec depuis 40 ans, on peut abuser des États-Unis à tour de bras, on peut leur imposer tous les tarifs du monde, on peut les empêcher de rentrer dans notre économie, mais nous, on peut faire ce qu'on veut de l'autre bord. J'ai comme l'impression que cette époque-là est bel et bien terminée, les amis. Je pense que c'est... the game is over, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait du côté de l'Europe? Bon, envoyer un message parce qu'il a vu probablement dans des focus groups que les Canadiens rêvent à l'Europe et ne veulent plus faire partie de l'Amérique du Nord. Une petite nouvelle pour eux autres. Regardez la map et vous êtes nord-américain. Vous n'êtes pas européen et vous n'êtes pas un pays européen, non-européen. Vous êtes carrément les États-Unis au nord. C'est ce que vous êtes. Ça fait mal, c'est dur à entendre, mais c'est ce que vous êtes. Mais pourquoi il est allé là? Pourquoi il est allé du côté de l'Europe? Pourquoi il est allé voir Macron en premier pour faire un genre de statement pour essayer de faire plaisir aux Domiens et aux Canadiens anglais? Bien, il sait très bien que s'il allait à Washington, ce serait peut-être la fin de Mark Carney. C'est ça. Parce que si Mark Carney s'en va régler les problèmes du Canada avec les États-Unis, il arrive à la Maison-Blanche et il n'y a personne qui ouvre la porte, là. Tant et aussi longtemps que ce gars-là n'est pas élu, il n'est pas considéré par les Américains comme étant un démocrate élu. Démocrate dans le style démocratie, pas dans le nom du parti, mais dans le style démocrate. PM élu démocratiquement. Comment ça que Macron le reçoit, puis comment ça que le PM britannique va le recevoir? T'sais, Christophe, il n'est même pas élu. Ben parce qu'eux autres, ces gars sont embarqués dans la même mascarade. Ils sont capables d'endurer ça. Ils sont capables de dealer avec toutes sortes de régimes un peu douteux. C'est pas la première fois. Le Canada est devenu une farce. OK? Si vous voulez être sérieux face au pays le plus démocratique, parce qu'on entend souvent des commentaires. Trump est un genre de dictateur. Il fonctionne avec des décrets, alors que tous les présidents avant ont fonctionné avec des tonnes de décrets en passant. Ben, pour un dictateur, je trouve qu'il parle avec beaucoup de médias, pas mal à chaque jour, et des heures à leur parler et à répondre à toutes leurs questions. C'est quand même un peu bizarre. Tandis que Carney c'est très limité de comment on peut l'interroger, qu'est-ce qu'on peut lui demander. Il est très, très, très protégé parce qu'on sait que sa balloune peut péter assez vite. Mais imaginez-vous, s'il s'en va dans un vrai pays, pas un pays douteux comme la France ou les pays d'Europe qui sont de plus en plus des pays douteux, des pays qui veulent la guerre en passant entre l'Ukraine et la Russie, ils veulent continuer à financer cette guerre-là. Mais s'il allait aux États-Unis, il arrive quoi? Ben, il arrive à Washington, il est là 2 jours, et il n'y a aucune photo de Carney, le faux premier ministre du Canada, devant le foyer du salon ovale de la Maison-Blanche. Donc, le bureau ovale avec, le foyer, les 2 chaises jaunes-beige qui sont là, où Trump reçoit tout le monde, il y a le feu en arrière qui brûle. Ben, Carney ne serait pas là. Le gars de la Jordanie est allé. Zelensky est allé. Macron est allé. Le premier ministre de l'Angleterre est allé. Tout le monde est allé s'asseoir là. Mais si Macron arrive à Washington, mon feeling, et c'est pour ça qu'il est allé en Europe en premier, c'est qu'il n'a pas la certitude que le président des États-Unis va l'accueillir dans le bureau ovale. Parce qu'il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Donc, de là, toute la crosse, toute la bullshit qu'on a alentour de Mark Carney, le gars se dit « Ouais, si je m'en vais à Washington, puis que finalement, je reste dans mon Airbnb pendant 48 heures, les Canadiens vont voir que j'ai zéro power. » Parce que la raison pourquoi les Canadiens trippent sur Mark Carney, ils sont certains que Carney est capable d'être debout devant Trump puis de jouer au genre de super-héros. Mais ça tient à rien. Ça tient avec de la broche. L'impression qu'ils vont désenchanter assez vite. De là, le plan de Carney de s'en aller en Europe et de se jouer la game européenne. C'est 4% des échanges commerciaux. 4,5%. La vérité, c'est aux alentours de 4,5% des échanges commerciaux du Canada sont avec l'Europe. 80% avec les États-Unis en passant. 80%. Pensez à ça une seconde. Là. Puis je vois justement, tu sais, Jean-François Lisée, on connaît Lisée qui tient une espèce de blog, là. Il dit un peu ses états de pensée, puis là, lui,
Lisée, il a aimé les derniers sondages parce qu'il y a eu un sondage qui disait que les Canadiens seraient favorables, mettons, à une genre de abandonner leur souveraineté et de s'associer avec les États-Unis. C'est 10% des Canadiens qui étaient favorables. Et quand Abacus a fait un autre sondage, puis a changé États-Unis pour Europe, c'est 46% des Canadiens qui étaient d'accord d'abandonner leur souveraineté. Donc, je voulais savoir combien il y a de Tonton au Canada. C'est de la moitié. C'est pas compliqué, là. Mais la face, d'après moi, pour être en Europe, faut-tu en Europe, là? Oui, c'est la base. Mais Lisée s'en réjouit de ça. Oui, mais c'est parce que Lisée, c'est un Européen. Il reste sa femme reste en France. Sa femme vient 1 mois et demi au Québec l'été et lui passe la grande partie de son année en France. Personne ne pose des questions à Lisée à savoir « Puis, t'as-tu fait ton 6 mois pour l'assurance maladie? » C'est un bon péquiste, c'est un bon gauchiste, c'est un bon socialiste. Donc, dans ce temps-là, on ne pose pas de questions. Mais la vérité, c'est que ce gars-là fait plus que 6 mois en France par année avec sa femme et ses enfants. Je pense qu'il y a un enfant avec elle, ou 2. Elle est très, très, très spéciale, là. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sur elle, mais en tout cas, vous pouvez vous trouver sur Google, femme un peu spéciale, mais je pense que lui aussi est un peu spécial. Donc, il joue à la game européenne. Ah, mais oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que le Québec devrait se séparer du Canada pour s'en aller avec la France? Est-ce que le Québec devrait devenir un genre de... C'est quoi? Comment ça se passe? Y a-t-il des États en France? Comment ça marche? Non, c'est pas des États, c'est des régions? Oui, des régions, je pense. Est-ce que le Québec pourrait devenir une région de la France? Est-ce que le Québec pourrait devenir un pays européen? Un genre de département. Il y a besoin des départements. C'est parce qu'on n'est pas en Europe. Le vrai mot, c'est département. Nos frontières sont avec les États-Unis, les amis. Ça ne règle pas le problème. C'est quoi ça? Votre frontière n'est pas... Aucun pays d'Europe. Ah, regarde, on est loin, là. Je veux dire, il y a une flaque d'eau quand même assez intéressante là, à traverser avant d'arriver l'autre bord, là. Ça prend beaucoup de temps à revenir en passant. Un peu moins de temps à y aller, mais ça prend beaucoup de temps à revenir. C'est loin, là. Vous n'êtes pas en Europe, là. Mais les Canadiens sont complètement sautés sur le crâne. Il est complètement sauté sur le crâne. C'est incroyable. On doit se mettre à l'ouvrage. Ah ouais. Comment on fait? Je prends un tweet de Samuel Grenier. J'avais vu les chiffres sur le pourcentage d'augmentation de PIB dans les 10 dernières années entre le Canada et les autres pays. 20 des États-Unis, 0,5 le Canada sur 10 ans. C'est insoutenable. Et je regarde le PIB par habitant. Hey, on a de l'ouvrage, là. Là, lâchez la TV. Lâchez le gros iPad sur le mur. Lâchez ça, là. Faut trouver un moyen d'être riche. Si vous voulez négocier avec un voisin qui est déjà plus gros que vous, qui a déjà une plus grosse armée que vous, qui a plus de monde, qui a les plus grandes universités au monde, qui a dans le top 500 des compagnies, ils en ont probablement 400. Bien, si vous voulez commencer à négocier quelque chose, bien, vous devez jouer la game du gros et du fort. Et pour ça, il faut être riche. Si vous voulez être riche, on a de l'ouvrage, là. Concentrez-vous là-dessus, là. Quel est le PIB par habitant? Allons-y par quelques... On est 15e au monde en passant. On est 15e au monde, le PIB par habitant. On est 15e. Donc, on est... Le G7, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ça qu'on est dedans si on est 15e? On est dedans parce qu'on est avec les États-Unis d'Amérique, les amis. Voilà. Si on était un pays européen, le Canada ne serait pas dans le G7. On est rentré comme pays du G7 parce que les Américains nous ont pris par la main et ont dit « Ça, c'est nos brothers, c'est nos amis. » Et eux autres, même s'ils ne sont pas statistiquement dans le G7, on les met dans le G7 des pays parce que c'est nos amis. Si tu t'en vas en Europe, on va dire « What the fuck, t'es 15e, t'es pas dans le G7. OK, goodbye. » C'est la seule raison pourquoi on est dans le G7, c'est qu'on est avec les États-Unis d'Amérique. Donc, thank you. Merci pour toute la gang avant, les Reagan de ce monde, les autres avant, les Bush, les Clinton. Merci de nous amener toujours avec vous autres. Mais la vérité, c'est qu'on est top 15. On est numéro 15. Qui est 7? La Suisse. 84 000 personnes. 84 000 $ de PIB. Quand on regarde les États-Unis, 76 000. Le Danemark, 73 000. L'Espagne, 48 000. Le Pays-Bas, 71 000. L'Italie, 53 000. La Suède, 63 000 par habitant. Et le Canada, t'as 55 000. Là.
On aime beaucoup aller visiter. Jerry est un Espagnol dans l'âme. On ne veut pas compétitionner avec l'Espagnol au niveau de la richesse par habitant. Là. On est condamné à se battre avec notre voisin. C'est notre voisin. Si on était à côté sur le Portugal et l'Espagne, on serait correct. Mais on ne l'est pas. On est à côté sur les États-Unis d'Amérique. On se met à l'ouvrage quand? Je veux juste savoir ça. Y a-tu quelqu'un qui va me dire quand est-ce qu'on va arrêter de broyer, puis qu'on va arrêter d'écouter la TV, puis qu'on va se mettre à grimper cette patente-là pour qu'on les rejoigne à 77 000 $? On a 20 000 d'écart. On vient d'augmenter de 0,5 % en 20 ans. Ils ont augmenté de 20 % en 20 ans. La bonne nouvelle, c'est que s'ils l'ont fait, on peut le faire. On le fait comment? Bien là, il faut focusser. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Mark Carney va faire pour régler ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Pierre Poilievre a pour régler. Parce que notre vrai problème, c'est lui. Là. Si demain matin, on est nez à nez avec l'autre gang, puis qu'on est plus riche, puis qu'on est plus indépendant dans notre manière de faire, entre autres sur l'énergie, qu'on a des clients plus diversifiés, etc., etc. My God! On peut commencer à pouvoir négocier. C'est vraiment ça que vous voulez. Sinon, si vous pognez le bang comme vous pognez là, dites adieu à votre frontière. Dites adieu à votre dollar canadien. Ah, je dis, tiens, le dollar canadien. Ton dollar vaut 69 cents. Tant qu'à moi, il peut prendre le bord. Là. 1 piastre pour 1 piastre, goodbye. Oh, moi, je ne suis pas pour ça. Mais regarde, preuve que tu es un cave. La moitié des Canadiens sont des purs idiots. Là. Tu leur dis, on fait-tu le move? 1 piastre, 1 piastre. Tu viens de t'enrichir de 40 % de même. Oh, non, j'y tiens. Tu peux faire quoi avec ça? Tu peux faire quoi avec du monde de même? Tu peux rien faire. My God! Qu'est-ce que tu fais avec ça? OK, le 1 piastre, tu le prends pas? Are you fucking crazy? Mais ça se peut pas. Si on continue à dormir et avoir les deux mains en dessous des fesses bien assis, ça va arriver par la force des choses. Tu vas perdre le contrôle de ta frontière, ça va être un bouclier alentour, tu vas probablement perdre ton dollar, puis ça va finir par un genre de passeport avec différents drapeaux dessus, là. Si vraiment c'est ça que vous tenez, oui, je tiens à mon Canada, la nouvelle amour du Canada, si vraiment c'est ce que vous tenez le plus au monde. Mais mon feeling, il va falloir que tu lâches le téléphone, Facebook, puis les consoles de jeu. Il va falloir que tu te mettes à travailler pour vrai. On a 20 000 à rattraper juste en PIB par personne. Il faut qu'on gagne 20 000 par personne de plus. Donc, on prend toute l'économie de la place, on brasse d'affaires, on divise par le nombre de monde. Il faut que ça donne 20 000 de plus que là. Il va falloir que le Canada, ce soit autre chose qu'un gouvernement avec des employés fonctionnaires. Il va falloir que le Canada, ce soit autre chose que des maisons hors prix. Là. Il va falloir que le Canada, ça redevienne quelque chose de assez sérieux, merci. Là. Tu parlais du G7. Il y a une nouvelle qui vient de sortir par rapport au G7. Parce qu'il y a la réunion... Il y avait une réunion à Charlevoix en fin de semaine passée, ou la fin jeudi, vendredi. Hein? Pour les ministres des Affaires extérieures. Yes. Il y a la grosse réunion au mois de juin en Alberta. Mm-hmm. Réunion du G7. Et là, Jeff, le Canada a invité Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qui... C'est quoi le rapport? Donc là, la réunion du G7, ça va tourner autour des patentes de l'Ukraine. C'est quoi le rapport? C'est ça qui va se passer. J'ai aucune idée pourquoi ils l'ont invité. Premièrement, on ne peut pas décider rien. Là. Je comprends que là, la réunion va être chez nous, là. Mais nous autres, on n'est pas un vrai membre du G7. Je viens de vous l'expliquer. Là. On n'a pas l'économie pour être dans le G7 pour vrai. On est là parce que... Ben, voyons donc. Invité par un non-élu en plus. Alors, arrête. Moi, j'ai l'impression que Trump va dire « Ouais, mais si vous voulez qu'on ait un G7, moi, je vais faire ça que le premier ministre du Canada. » Le premier ministre du Canada, il n'existe pas en ce moment. Il y en a un qui a démissionné, puis il y en a un qui est là par intérim, qui n'est pas élu. Là. Il est zéro élu. Hey, excusez-moi, ce qui se passe, c'est un peu... Il n'y a personne qui trouve ça gênant. Si vous avez à pogner les nerfs sur quelque chose en ce moment, pognez les nerfs sur le fait que le Canada, un pays qu'on pensait sérieux, qu'on s'est rendu compte pendant la COVID que c'est une place de fou, là, on est rendu avec un premier ministre non élu. Il va prendre plein de décisions. Je pensais même pas que ça se pouvait, cette affaire-là. Ben, ça se peut. Et encore une fois, les mêmes sont réveillés, disent, ben non, ça n'a aucun bon sens. Et 80% du monde, c'est pas 90% du monde, dit, ben non, c'est correct. Il a été élu par le Parti libéral. Il n'a pas été élu par personne. Il a été élu par des membres. Il n'est pas député, ce gars-là. Il a été élu par personne.
Ouais, mais c'était la même chose en Alberta. I don't care à propos de l'Alberta, c'est une province qui s'organise. C'est le patente eux autres. On parle d'un pays du G7 qui a maintenant un gars non élu qui veulent en plus inviter au G7 un gars qui, lui non plus, n'est plus légitime en passant. Zelensky a arrêté les élections en Ukraine pour continuer à jouer la game de la guerre et à têter des milliards et des milliards. Et sérieux, la raison pourquoi Carney fait ça avec Zelensky, c'est pour écœurer Trump. C'est en plein ça. Je me demandais pourquoi il invitait Zelensky. C'est pour écœurer Trump. C'est ça, la patente. OK? C'est juste pour ça, là. Et vous pensez que le gars va arranger le problème qu'on a entre les États-Unis et le Canada en faisant ça? Pensez-vous qu'on est équipé pour gagner cette négo-là si on ne fait pas ça dans les règles de l'art? Sérieusement, pensez-vous que le Canada a une chance? Oh, mais là, on a un nouveau gars, là, c'est un gars de banque qui est allé en Angleterre. Ça avait beau être n'importe qui. Je viens de vous montrer qu'on est 20 000 $ par tête en bas. On est gros de même. On n'a rien. On n'a plus d'armée. On n'a plus rien. On est endetté par-dessus la tête. Ouais, mais eux autres aussi, ouais, mais toi, tu n'as plus de ressources potentielles pour te sortir de la merde. T'en as pas. T'es rendu au bout de la patente. La seule affaire que tu as, c'est des maisons trop chères. C'est ça la valeur du Canada. Des tonnes de maisons à des prix qui n'ont pas de sens. Une bulle immobilière grosse de même qui est sur le bord de péter. Là. C'est rien que ça, le Canada. Là. Et vous pensez qu'on va être capable de dealer en gossant des patentes de main? On va emmener Zelensky en Alberta pour la réunion. Si, boire. Toi, déclenche les élections. C'est quand cette réunion-là, d'ailleurs, Jerry? C'est le 7 juin. OK. Ça veut dire quoi, tu penses? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection au printemps, les amis. Arrête. Ben, sinon, il dirait, ben, si jamais je suis élu, je vais l'inviter. Ou celui qui sera le prochain premier ministre du Canada, si c'est pas moi, devrait l'inviter aussi. Non, c'est ça. Là, je lis la date officielle, c'est du 15 au 17 juin. Le 15 au 17 juin, ça veut dire que Carney a zéro l'intention de faire des élections d'ici le mois de juin. Là. Donc, il se voit présent au G7 et c'est lui qui va inviter et recevoir Zelensky. Donc, il n'y aura pas d'élection ce printemps. Voilà. Et là, l'histoire. Ouais, on ne peut pas partir en élection parce que là, il faut préparer le G7. Oui, il faut préparer le G7. Là, faut ça. Oui, c'est une affaire importante à faire. Là. Mais moi, je vais vous annoncer une affaire. C'est pas eux autres qui ne l'inviteront pas. Trump va dire, regarde, là, je ne m'en vais pas dans un pays qui n'a pas de premier ministre. Je ne m'en vais pas dans une réunion du G7 dans le pays où il n'y a pas de premier ministre. Faites votre réunion entre vous autres, invitez qui vous voulez. Puis quand vous aurez le goût de parler d'affaires sérieuses, m'inviterez. Là. Mais là, je n'irai pas là tant qu'il n'y a pas de premier ministre élu. Là. Il y a un tweet qui s'en vient là-dessus, c'est clair. Clair. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais il va en avoir un. Donc voilà pour l'opening d'aujourd'hui. Comme je vous disais, on a une boîte avec Jerry. On a aussi on a Philippe avec qui on va parler de F1 un peu plus tard. Et on a notre chum Dennis the Beautiful. Dennis the Beautiful. Et pour les gens qui sont sur le Prime, on a 1h30 de Radio Pirate News pour vous autres. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Première boîte de la semaine, Jerry. Oui, monsieur. C'est impressionnant, les images là, des immigrants, des genres de terroristes qui sont partis en avion des États-Unis puis qui ont débarqué au El Salvador. Donc, c'est là qu'ils ont été expulsés. Est-ce que tu as vu le montant d'argent que les Américains payent pour faire héberger, entre parenthèses, pour envoyer en prison là-bas 300 criminels? Non. C'est 6 millions de dollars. Donc, les États-Unis vont payer 6 millions pour que les 300 motés soient en prison
pour 1 an. Donc, c'est 6 millions pour l'année pour les 300. OK. Mais là, je dis, attends un peu, là. Attends une minute, là. Attends un peu, là. Non, il y a le Salvador. Moi, j'aime ça, le Salvador. Là. Salvador, c'est Bukele, ça. C'est le gars de la crypto. Oui. Mais là, je dis, tabarouette, si ça coûte 6 millions pour héberger 300 motés terroristes. Pour 1 an. Pour 1 an. Ça fait combien par tête? Ben, ça fait 20 000 par tête. Ben, moi, je pense que chez nous, ça coûte 75 ou pas loin de 80 000. Ben, je suis allé voir. Oh oh! Ici, c'est entre 288 et 328 $ par jour. Ce qui fait entre 105 et 120 000 par année. Wow! Ah ah! Là, moi, je suis un gars économe. Ben. Je suis un gars économe. Moi, je prendrais le téléphone, j'appelle Bukele, je dis à Bukele, puis lui, il a de la business, puis lui, il a fait bâtir des prisons. Il a fait bâtir beaucoup de prisons. Lui, il a fait le ménage dans son pays pour que son pays sorte sur place. Mais tu sais, il y a de l'espace. Je ne sais pas si c'est encore de l'espace. Mais moi, je l'appellerais, puis je dirais, on a des gars, nous autres. Je veux le même deal que les Américains. Ben, si je t'en ship 300, puis tu me charges le même prix, on sauve pas mal d'argent. Mais ça. On sauve beaucoup d'argent. Là. Parce que là, en plus, nos prisons sont désuètes, il faut tout en remettre ça neuf, etc., etc. Donc là, wow, j'aime ça. Ça. Tu sais, tu vis d'une prison, t'envoies ça, on les envoie, nous autres, au Salvador, on rénove la prison, puis après ça, on les ramène si on veut. En fait. Mais, je veux dire, on aime beaucoup ça, là. Mais moi, je trouve que le deal est très bon. Je dis ça, je dis rien. En fin de semaine, ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Le monde qui a fait des manifestations devant les concessionnaires Tesla. Mais ça, c'est où, au Canada ou aux États? Au Canada. Aux États, c'est devenu un crime. Là. De faire une manifestation devant un garage Tesla? Si tu t'en vas faire... Okay. Pas une manifestation, mais si tu t'en vas faire du saccage... Okay, si tu brises des patentes, là, c'est vu comme du terrorisme économique. Oui, le monde, il des pancartes là, devant Tesla. Ils sont là. Puis... Ils sont crazy, là. Christophe, que t'as rien à faire. Christophe, que t'as rien à faire. Hey, ça, c'est... Est-ce que t'as entendu Te rappelles-tu du cosmonaute, là? Le démocrate, là? Le cosmonaute, il s'appelle... Je pense qu'il est élu, lui. Ah ouais, c'est un full démocrate, là. OK, j'ai son vidéo, justement. C'est le capitaine Mark Kelly. Est-ce que tu te rappelles de lui, l'astronaute, là? Si tu fais Mark Kelly, tu vas le voir, tu vas dire, ben oui. Je m'en vais là. OK. Lui, c'est un gars... Oui, c'est OK, un je green, leur place, là. Lui, c'est un démocrate, là. Lui, c'est l'avenir, la terre, le pétrole, c'est sale. Le gars est allé dans l'espace, là, OK? Mais le pétrole, c'est sale. L'avenir, c'est le climate change, les chars électriques. Après ça, je m'achète une Tesla, je montre à tout le monde comment je suis plus brillant que les autres. Mais là, il a changé d'idée, là. All right, here I am with my new ride. Chevy, good old Chevy Tahoe, here in Washington, D.C. Got one of these in Tucson as well. This one was made by Union Labor, United Auto Workers in Arlington, Texas. Always good to buy Union cars, incredibly reliable. And I'm looking forward to driving this for many, many years. Bon, ben, Arlington, Texas, c'est la même usine que mon pick-up, en passant. C'est pas mal un char à gaz, là. Donc, s'est débarrassé de sa Tesla pour faire un statement idéologique. Les gens nous pétaient la tête avec les histoires de chars électriques pendant des années. Et là, tout d'un coup, les chars électriques, c'est plus ça, là. Vous voyez bien qu'ils sont fous, je vais le faire. Sérieux, ils sont carrément fous, là. Tu sais, c'est là, du jour au lendemain. Là, la taxe du carbone, si on n'a pas la taxe du carbone, le Canada va mourir. Là. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit à tour de bras. Si on n'a pas la taxe du carbone, on ne s'en relèvera pas comme pays, on va mourir. Et
Et là, maintenant, on a Steven Guilbeault qui nous dit que c'est une idée de génie d'avoir enlevé la taxe du carbone. Serious about climate change? If you're not serious about climate change, like Pierre Poilievre, then of course you don't want to do anything you don't want to put measures to fight climate change, and you know the planet and Canada can go to hell in a handbasket. Ça, c'est pas il y a 10 ans, là. C'est il y a 8 semaines. Donc, il y a 8 semaines, il n'y avait pas question que le Parti libéral enlève la taxe sur le carbone. Et là, aujourd'hui, ils nous disent, ben, la meilleure, écoute, là, la taxe du carbone, c'est assez, là. Mais non, la gauche nous prend pour des fous, mais savez-vous pourquoi ils le font? Parce que ça marche. Si ça marcherait pas, là, si ça marchait pas, ils le feraient pas, là. Donc, ça marche. Ils savent à qui ils parlent. Ils savent que ces gens-là sont capables de gober n'importe quoi. Pour le monde intelligent, comme vous autres, comme les pirates, c'est sûr que ça marche pas. Mais pour monsieur tout le monde, ça marche. On est-tu bien? Ça fait 19 ans qu'on est à part des autres. Pas pour rien. Pas pour rien. On est plus allumés, on est plus là, on comprend toute la game. Vive les pirates. Aujourd'hui, faites pas de saut, là. Ça se peut que... C'est drôle parce que ce matin, à Radio-Canada... Vous êtes drôle, ça. Oui, non, Radio-Canada, ben oui. C'est Mr. White qui écoute Radcan le matin. Je t'ai sorti la cote. Tu m'as sorti la cote? Ben oui. Parce que ce qui se passe, c'est que depuis hier, ça a commencé à grouiller un peu base militaire, c'est qu'il va y avoir un genre d'entraînement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on va voir des véhicules militaires sur la route. OK. Qu'est-ce que Masbou avait à dire là-dessus? Qu'est-ce que Masbou avait à dire? OK, wow. J'ai hâte. Hâte et pas hâte. Puis là, vous m'inquiétez, ça a l'air qu'il y a des chars d'assaut sur l'autoroute. Oui. J'espère que c'est pas une colonne de chars américains. Non, pas du tout. N'ayez crainte. Jerry, un matin, il a bondi sur sa chaise. J'ai dit, je le savais, je l'avais écrit. Oui, je l'avais écrit. Je l'avais écrit. Ben de bonne heure un matin. Quand j'ai vu qu'il allait avoir des mouvements de troc de l'armée au Québec sur les routes, parce qu'ils vont se diriger à 2-3 places. Là, puis, là je me suis dit, non, t'as un peu. Là, j'ai dit, le boomer qui est dans sa fenêtre, là, tu sais, il a sa tasse de café, là, puis il regarde par la fenêtre. Là. Mm-hmm. Il attend que le temps passe. Il voit passer des trocs de l'armée. On s'en va en guerre. Jeff, on s'en va en guerre. Ben oui. Les Américains vont nous envahir. On s'en va à la guerre. Trump a envoyé l'armée. Trump, oui. Non, il regarde si Trump n'est pas dans le tank. Oui. Trump a envoyé l'armée. Là, Masbou, oui, j'espère que c'est pas des chars. C'est pas des chars américains. Non, mais on est complètement cinglés, sérieux, là. Non, on est non, ici, tu déplaces des chars, des Jeeps de la base puis pour l'envoyer dans une autre base, puis je te le dis, là. Puis je serais prêt à parier un gros montant que l'espèce de pas le 911, mais le 811 ou le 311. Tu sais, un genre de moi, j'ai quelques monde qui vont appeler, vont dire hein, j'ai vu des trucks de l'armée, là, et il se passe-tu quelque chose? Ouais, c'est capote. C'est garanti, là. L'armée américaine n'a pas le temps. Ben, en ce moment, ils font des attaques stratégiques. Ils ont tué le leader de ISIS en Irak. Vous avez vu des images de ça? Boum. C'est assez précis. Là, c'est très précis. Le gars, il roule avec son char. Bye-bye. Bye-bye. Et là, ben, ils ont fait la même chose dans les dernières minutes avec... c'est une place stratégique pour la gang là, des... comment est-ce qu'on les, on les appelle? Les Houthis? Les Houthis, là, c'est en Somalie? Au Yémen. Au Yémen, OK. C'est au Yémen. Donc, airstrike qui vise des endroits stratégiques au Yémen live. Ça, c'est des méchants baveux parce qu'eux autres, ils vont attaquer des pirates. Au large les bateaux. Mais c'est des pirates pas fins. Nous autres, on est des pirates fins. Eux autres, c'est des pirates mongols. Eux autres sont pas fins. Eux autres sont pas fins du tout. Là. Non, eux autres sont pas... C'est parce qu'eux autres, ils nuisent au commerce international en ce moment. Ben, voilà. Ben, c'est ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent attaquer les bateaux. Ils veulent... Là, donc, le golfe d'Éden, ensuite, la mer Rouge, tous ces endroits-là, ils veulent faire toute la marde dans ce coin-là. Puis, il y a beaucoup de gros bateaux qui passent plus là. À cause d'eux autres. Ah oui, ils sont trop dangereux. Mais là, les Américains ont décidé de nettoyer la place. Mais Trump a décidé de nettoyer la place. À l'histoire...
je ne sais pas comment ça va finir, mais l'histoire de Carney qui a demandé l'examen sur le projet, lui, il veut regarder à nouveau le projet de l'achat des F-35 du Canada. Ouais, ça ira nulle part. Là. Ouais, mais attends un peu. La face, c'est que en ce moment, le Canada est engagé pour... Au total, c'est 88. Hein? C'est ce que j'ai vu. Mais présentement, du point de vue contractuel, en ce moment, on est obligé avec 16 F-35. Oui. Les autres, techniquement, on n'est pas obligé. Parce qu'on comprend, on est engagé, mais on est... Mettons qu'on dit, le contrat, c'est fini. Mettons, on dit ça, boum. Faut en payer 16. Faut en payer 16. Et là, je peux pas croire, Jeff. Je peux pas croire. Puis je m'y connais pas, là. Mais, on s'est entendu? Je peux pas croire qu'on va avoir 16 F-35, puis la balance, on va avoir des avions étrangers ou d'autres modèles. Ah, l'avion français, le Typhon, ou je ne sais pas trop quoi, c'est un bon avion. Non, mais quelle logistique que tu vas avoir? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport parce que c'est le NORAD qui fait les interventions au nord. Tu sais, tu peux avoir un F-18. On aurait pu prendre un F-18. Toutes ces affaires-là, là, vous le savez, je veux dire, il faut avoir des technologies compatibles. Ben oui. Je veux dire, c'est pas bien difficile à comprendre. Là. Mais pourquoi il dit ça, Carney? Juste pour écœurer les Américains. Juste pour faire plaisir au monde. Faire plaisir au monde. Faire plaisir au monde. Oui. Il sait très bien qu'il peut aller nulle part avec ça. Sinon, c'est la fin de NORAD. Et si ça commence à brasser au nord, t'auras bien beau empêcher les Américains d'y aller avec des F-22, des F-35, des F-18 Super Hornet, peu importe. Ça va passer ici comme garde, ça va être. Tu ne créeras pas ça, là. Puis là, vous ne me ferez pas croire que là, on va menacer les Américains avec l'armée canadienne, là. Arrêtez ça tout de suite, là. Ça, c'est de la folie. Mais c'est là où je dis qu'à un moment donné, il va falloir être adulte un peu, là. Allez pas là. T'sais, parlez de vos histoires de papier de toilette, puis des patentes, puis des ci, puis des ça, c'est correct, là. Mais là, c'est des histoires d'avion. Vous êtes complètement cinglés, là. Moi, je prends à mettre un 1000 tout de suite, que vous allez voir à Bagotville et à Cold Lake, les F-35, d'ici quelques années, il n'y aura pas d'autre chose que ça. Ah, c'est un avion, il y a des bugs, il y a des... Non, c'est un avion. C'est un avion pour les 50, 60 prochaines années. C'est un avion qui va être upgradé avec des firmware. C'est un avion qui est incroyable. Est-ce qu'il y a des petites affaires de développement dans un avion de cette complexité-là avec... Ben oui, c'est clair qu'il y en a. Ben oui, il y a des... Mais c'est toutes des affaires qui se règlent parce que c'est toutes des choses en partie qui sont réglées avec du firmware. C'est le premier avion ordi. C'est le prochain step, c'est des avions du genre, pas de pilote. Ça veut dire, on s'en va pas là, avec des avions. Ce que vous me parlez, là, c'est des avions des années 80, là, qui sont upgradés en 2000. Les avions européens qu'on me parle, c'est des avions fin des années 80. On n'est plus là, là. On est dans la dernière étape des avions avec des pilotes dedans. Là. C'est la dernière étape. Là. Après, il n'y en a plus. Là. Donc, on ne peut pas tomber avec des avions. T'sais, même le F-18 Super Hornet, c'est basé sur une technologie qui date. Là. Oui, il a été upgradé. Oui, il a été retravaillé au complet. Mais même lui, c'est un avion. C'est la continuité du F-18 qu'on a. Là. C'est celui qu'il y a dans Maverick, là, dans le super avion incroyable. Là. Mais c'est un avion qui date. C'est la base de cet avion-là. C'est une base des années 80. Là. Donc, il faut stepper par en haut. Là. On est en 2025. On achète des choses pour les 40 prochaines années. Là. Mais c'est ça. C'est de ça qu'on parlait tantôt de Denise de Beautiful. C'est ça, exactement. Un manque de maturité, l'émotion dans le piton. Jeff, faut que Poiliev pogne ça au bon. Faut que Poiliev mette ça très simple. Si tu votes Carney, OK, ça va être l'incertitude pour le Canada, ça va être des décisions stupides, ça va être la guerre avec les États-Unis. Si tu votes conservateur, ça va être des alliances stratégiques, mettre ça positif. Voilà. Avoir un discours positif. Exact, je suis d'accord avec toi, 200%. On ne renie pas notre Canada. 200% ce que tu dis. Avoir un speech positif. Voilà. Regarde, le slogan, il est bon d'un slogan, lui? Ben oui, il est bon. Il fait juste ça, des slogans. Si vous élisez Carney, vous allez devenir
américain. Par la force, vous allez devenir américain. Vous allez vous appauvrir, vous allez devenir américain. Si vous voulez rester canadien puis que vous voulez dealer des bonnes ententes avec les Américains, c'est moi. L'autre, il va vous amener dans le mur. Vous allez finir américain, que vous le vouliez ou non. Carney, c'est le même que ça va finir. Et là, dans la Sais-tu quoi? Il y a beaucoup de monde qui veulent être américain et devenir le 51e État. Je vais vous garantir une affaire. Si vous voulez ça, là, votez pas Poilievre. Votez Carney. Carney va vous amener là. C'est clair. Carney, on va le faire frapper le mur. C'est ça que... Oui. Si tu veux y aller le plus vite possible, c'est Carney. Qu'est-ce qui nous a amenés là? C'est Trudeau. C'est Trudeau. Oui, Qui Trudeau. était derrière Trudeau? 2 gars. Gérald Butts, Mark Carney. Je veux dire, si tu veux continuer ce chemin-là, voilà où ça va nous mener. Trump il va nous couper en morceaux, puis il va nous bouffer en peu de temps. Carney, c'est ça, là. C'est vers là que ça nous amène. Donc, le slogan de Poilievre, il est à raffiner un peu, mais il est facile à trouver, là. Mais j'ai mes petits doutes sur Poilievre. Oui. Tu sais, je suis comme vous autres, là. Je veux que Poilievre devienne le premier ministre, là. Je suis 200% d'accord avec tout le monde qui veut ça, là. Mais les 3-4 derniers mois de Poilievre m'ont inquiété un peu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va comprendre que la gang qui est alentour de lui, pour ce qu'il y avait contre Trudeau, c'était la bonne gang. Le plan était bon. Ils ont monté dans des chiffres incroyables. Mais là où ils sont, il faut que Poilievre comprenne qu'il faut qu'il mette le monde qui est alentour de lui dehors. Il faut qu'il se bâtisse une autre équipe. Et s'il y a besoin d'aide, Joe Hamel est disponible. Dennis the Beautiful est disponible. Jeffrey est disponible. Jerry est disponible. Mr. White est disponible. Yann et Frank sont disponibles. Non, il y aurait la meilleure. Je parle pour le Québec. Denis pour l'Ontario. Mais pour le Québec, là, si tu veux avoir une gang. La gang à Paulus, c'est pas bonne gang, là. La gang qu'il y a en ce moment, c'est pas bonne gang, là. Il est pas avec. Il se fait pas dire les vraies affaires par ce gang-là, là. Il n'y a pas la bonne gang. Pour le Québec, là, j'espère qu'il n'écoute pas Dimitri Soudas, là. Ouais. Dimitri Soudas, il est rendu qu'il met des speeches de Mélanie Joly, puis il trouve qu'elle est bonne, là. Ah! Dis-moi ça. Pour vrai. Arrête. Mais oui, il a fait ça jeudi ou vendredi soir. J'en revenais pas. Moi, je suis rendu que je jase avec Dimitri un peu, là. On s'échange des affaires. Ben oui, là, je dis là, on commande, man. Lui, il trouve qu'elle se tient debout. Elle se tient Oui, debout, là. il dit, il met la vidéo de Mélanie Joly, puis il dit, c'est-tu assez clair? J'écoute la vidéo, j'ai dit, ben, il n'y a rien de clair. Non, c'est l'inverse. On comprend rien ce qu'elle dit. C'est ça son problème. Elle, c'est une série de mots mal dits. Mal placés. On dirait. Quand elle fait un discours, on dirait un casse-tête défaite. Elle commande au McDo un Big Mac, là, elle reçoit des croquettes, c'est clair. Là. Oui, c'est sûr. Puis, non, quand elle, là, quand tu regardes la patente, tu dis, OK, c'est un casse-tête en 1000 miettes, là. Tu sais, je veux dire, l'image n'est plus là. L'image au-dessus de la boîte, tu ne vois pas pantoute, là. Mais c'est que, moi, je dis exactement ce que je l'ai dit. Moi, non, mais ce n'est pas négociable. Et M. Rubio, que j'aime beaucoup, ne peut pas arriver avec des arguments et la neige fond en ce moment. Juste le fait qu'il soit là, ça veut tout dire. Ben voyons. Oui. Mais non, c'est une réunion du G7, je vais le faire. Ça veut rien dire. Alors, parce qu'il y a une réunion du G7, et le G7, c'est pas mal eux autres, là. Si les États-Unis ne sont pas là, il n'y a pas de G7, là. Puis il n'y a certainement pas de Canada, là. Mais non. Dans le G7. Mais non. Elle a été renouvelée pareil, à son poste, pareil. C'est incroyable. Ouais. Oh, ouais. Elle a mis son kit, d'après moi. Oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Ah oui, petit kit de guerre. Petit kit de guerre. Est-ce mais que il est vous louche. avez Non, vu- mais Carney, il est louche, là, moi, je te le dis. Il nomme elle, puis il nomme Stephen Guilbeault comme lieutenant du Québec. Ben oui. Tu sais, veux dire. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair que c'est pas lui que ça prend, là. Je veux dire,
OK, wow, je tripe Carney. OK, parfait. Ouais, qui mène? C'est qui est le lieutenant du Québec? Ah, il vient de nommer Steven Guilbeault. Ben voyons. C'est le communiste numéro 1, le gars complètement... OK, le gars qu'on a vu en sérieux? Le gars qu'on a vu en chien orange. Lui, il remplace Duclos. Il remplace Duclos. Ah oui, on pensait pas qu'il pouvait être pire que Duclos, il a réussi. Hey, on s'ennuie de Duclos déjà. Mais on s'entend qu'en tassant Duclos, ça veut dire que le maire de Québec est dans le trouble. Là. Le maire de Québec n'est pas content du tout. Le maire de Québec devrait peut-être arrêter de parler de la réunion avec Chose à Montréal. Il devrait s'inquiéter de... OK, le gars du tramway, il vient-tu de le mettre dehors? Oui. Oh oui, il l'a mis dehors. Il n'y a plus de tramway, d'après moi. D'après moi, ton histoire de tramway, c'est fini, là. Parce que ton gars, il est out. Il est tout seul. Ben oui. Ben, Duclos, c'est quand même assez surprenant qu'il ait été ministre, on va se le dire. Oui. Et lieutenant du Québec, là, c'est vraiment assez surprenant. Là. Mais la gouvernance de Trudeau, c'était spécial pareil. C'est un 10 ans spécial. Un Canada sur le cul. Non, pense à tout ça, là. Puis t'arrives au bout de tout ça, là, tu dis... Puis le monde en crise après Trump. Trudeau, c'est le premier ministre, dans les 10 derniers premiers ministres, je peux aller voir plus loin, c'est le gars qui a le taux d'assiduité le plus bas. Donc lui, aller au Parlement, là, il n'y allait pas souvent. 41% des fois, il allait au Parlement. Là, tu vas dire, oui, il travaille. Oui, c'est le gars qui était le moins souvent au Parlement. Il va y aller pas au Parlement, Trudeau. Trump est tout le temps au golf. Oui. Ouais, t'as-tu checké ton homme? Il parlait bien souvent. Trudeau, mon feeling, c'est qu'il était souvent parti et souvent en vacances. Là. Ben oui. Feeling. Trudeau, c'est un gars qui prend des vacances aux 3 mois. Là. Il en prend peut-être au sauna un peu aussi peut-être. Oui, c'est ça. Ben, lui, aller au Parlement, siéger, tu dis, ouais, mais là, il est plus utile ailleurs. Non, lui, il rentrait là une demi-heure, il ressortait. Là. Il allait faire ses affaires, il se faisait crier après. Vous pensez réellement qu'il était utile ailleurs? Il n'était pas utile ailleurs. Trudeau, il a passé un très beau 10 ans. Là. Ben oui. Très, très beau 10 ans. Comme politicien, là, il a fait un beau tour. Là. Vraiment. Beaucoup de beaux voyages, la bouffe, les ci, les ça, les vacances. On a payé 181 000 $ d'épicerie à sa maison, plus toute la bouffe dans les avions. Oui. J'ai jamais vu un gars manger de même. C'est ça qui n'est pas gros. C'est ça qui n'est pas plus gros que ça. Mangeait donc bien, lui. OK, ben voilà pour la petite boîte à Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une plus grosse boîte dans la version Prime. Il y a une petite boîte. Ben oui, avec Jerry. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Content d'avoir mon chum Dennis the Beautiful avec nous autres, qui se prépare à jouer le Irish Open à son club de golf. On est avec Jerry et Mr. White. Denis, t'es salué. Bon matin tout le monde. Bonne multiple anniversaire, mon Jeff. Yes, multiple anniversaire, t'as raison, mais il y a beaucoup d'anniversaires en ce moment qu'on célèbre avec Radio Pirate 17 ans. 19 ans. 19 ans, 20 ans l'année prochaine, ma blonde, 25 ans, la fin de telle affaire. Il y a eu plein d'affaires le 17 de mars. Je m'ennuie des promotions pour rajouter des membres, là, mais oui. Plus besoin, ça. Quand on faisait... oui, exact. Exact. Donc, on est quand même privilégiés d'être là. Je suis content de te parler parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on ne s'est pas parlé. Il s'est passé beaucoup d'affaires depuis ce temps-là. Oui. Puis, oui, pas mal. Je veux avoir ton... écoute, c'est drôle parce que les gens me demandaient Marlene est comment là-dedans? OK? Des gens qui connaissent un peu Marlene me disaient comment Marlene est là-dedans? Tu sais, Marlene, c'est une Canadienne, c'est une conservatrice. Puis Denis, je sais, tu sais, je vois tes poses, puis je vois tes calottes et tout. Mais quelqu'un me disait, comment Marlene file là-dedans? Après moi, Marlene est pas mal comme Denis. Mais j'ai dit, elle doit être dans la minorité de Canadiennes qui voient clair. Comment est-ce que c'est dans ton entourage? En commençant par Marlene, comment est-ce qu'elle file? Puis après ça, tu me diras, toi, puis tout ton entourage aussi. Elle a beaucoup de peine pour son père. Tu sais, son père qui est décédé depuis plusieurs années, qui était pas mal plus vieux qu'elle. Je pense que son père avait 45 ans quand elle est venue au monde.
OK. On les a eu avec nous autres. C'est un gars qui a fait la guerre. Tu sais, un fier Canadien, mais un fier Canadien des années 50, tu sais, dans le temps que l'armée canadienne, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, le monde ne savait pas ça, mais le Canada avait la deuxième plus grosse armée au monde à ce moment-là. Tu sais, les Canadiens anglais se sont inscrits volontairement à la Deuxième Guerre pour aller défendre l'Angleterre. C'était un pays différent à ce moment-là. Fait que, tu sais, elle a de la peine pour ce Canada-là. Mais le Canada d'aujourd'hui, c'est la même chose que quand tu diriges une entreprise, que tu veux être indépendant. Tu parlais de ça justement dans l'autre segment. Tu veux être indépendant, tu veux faire tes affaires, mais tu vas à la banque à tous les jours pour emprunter de l'argent. Ben, tu sais, ton indépendance, tu peux pas faire ça, tu peux pas être indépendant, tu peux pas agir indépendamment en entreprise ou dans le pays quand tu t'endettes au niveau où on s'est endetté, et puis que t'as plus le moyen d'aller augmenter tes prix ou taxer tes citoyens pour aller chercher les revenus supplémentaires que tu as besoin. Et puis en plus de ça, tu prends une économie qui était essentiellement une économie de ressources naturelles, une économie tu sais, le minier, tout ce qu'on a comme les ressources pétrolifères. On arrête de produire ça pendant 12 ans, 13 ans, ben ça donne les chiffres qu'on voit là, un produit intérieur brut qui a à peine augmenté depuis 10 ans. Ouais. Quand tu te ramasses avec tu sais, quand tu regardes les 5 plus grosses entreprises américaines, Google, Apple, etc., tu compares ça avec les 5 plus grosses entreprises canadiennes maintenant qui sont la Banque Royale, la Banque CIBC, la Banque ci, la Banque ça. Tu te demandes après ça pourquoi ça fait que les hypothèques puis les maisons sont si élevées. Tu sais, tu laisses les banquiers runner une économie. Ouais. C'est sûr, certain que ça ira pas dans le sens des citoyens. N'importe qui est déjà allé s'asseoir à la banque, même pour juste négocier une hypothèque, never mind négocier un prêt pour une entreprise, tu t'aperçois que ces gens-là travaillent pas pour toi, là. Quand tu regardes les conventions qu'il faut que tu signes pour quand tu fais un prêt majeur pour une entreprise, là, ça fait peur des fois. Fait que, tu sais, elle a mal au cœur pour ça. C'est là ça fait énormément de friction avec ses amis d'Ottawa. Pour nous, c'est très clair. Là. Tu vas négocier avec quoi? On riait de Ford la journée qu'il a fait ça. De quoi tu penses sérieusement? Puis je suis sur Twitter, j'ai répondu à une couple, j'ai reposté, j'ai retweeté quelques petites affaires. Mm-hmm. Puis t'as des gens qui pensent vraiment qu'ils peuvent gagner une guerre commerciale avec les États-Unis. Faut être complètement ignorant de tous les faits économiques au monde pour avoir ça comme mais est-ce qu'on a besoin d'être si éduqué pour comprendre que c'est pas faisable? Parce que j'ai comme... Tu sais, moi, j'étais un peu surpris. Les Québécois ont jamais été bons en économie. OK? Ça n'a jamais intéressé. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu des vraies sections d'économie dans les journaux. Il n'y a jamais eu de poste d'économie. Les Québécois, avec l'économie, c'est pas leur tasse de thé. C'est un peuple qui est très émotif. Les Canadiens anglais, par contre, le côté économique, ils ont le Financial Post, ils ont le Globe and Mail, ils ont un paquet d'affaires. Ils ont un côté plus, je dirais, anglo-saxon, donc plus porté sur les chiffres, le raisonnement, un peu moins émotif, même beaucoup moins émotif que les Québécois. Tu sais, je me serais dit, bon, ben écoute, ils vont comprendre des choses quand même assez de base. Tu sais, je veux dire, c'est des choses assez simples à comprendre. Tu peux pas gagner une guerre commerciale contre les États-Unis. Tu peux pas t'en tirer pendant 40 ans à jouer la game des tarifs sans que ça te repète d'en face à un moment donné. Le party va finir un de ces quatre. Tu sais, j'aurais pensé que les Canadiens anglais, je comprends leur amour pour le drapeau, je comprends leur amour pour l'hymne national, je comprends leur identité, puis tout ça. Je comprends ça, là. Je peux comprendre. Mais j'aurais cru voir les Canadiens anglais. Je pensais pas que les Canadiens anglais allaient devenir aussi émotifs que les Québécois. Pour moi, ça, c'est une révélation. Il y a un sentiment de supériorité. Ils se sentent mieux que les Américains. Faut qu'ils fassent ça. Sans ça, tu fais quoi? T'es un Américain toi aussi. Mais ça, depuis quand? Depuis toujours, ça? Ben, surtout depuis. Je disais que ça s'est accentué depuis 25 ans. Puis, écoute, ils ont raison, ça fait 25, comme tu disais, peut-être même 40 ans qu'on gagne la guerre commerciale. Tu sais, nous, tu peux pas faire rien chez nous. Tu
peux pas emmener ci, tu peux pas emmener ça, tu peux pas acheter de compagnie d'aviation, tu peux pas détenir plus que 10% d'une compagnie de télécommunications. Tu sais, on a mis énormément de barrières que les Américains ont respectées, puis nous, il n'y a pas de barrières. On fait ce qu'on veut là-bas, on vend de l'aluminium, on vend de l'acier, on vend ci, on vend ça. Je l'ai expliqué souvent, même dans mon domaine à moi, j'aurais pu, moi je l'ai pas fait parce que j'avais pas besoin, là, mon produit parlait pour lui-même, mais j'ai beaucoup de mes clients qui vendaient des unités de ventilation aux États-Unis, où à leur coûtait, puis prenaient le profit, c'était l'échange le taux de change. Tu sais, le taux de change historique est toujours des alentours de 20%, là, si tu regardes, si tu ferais une charte sur les 35 dernières années. Fait qu'eux faisaient les profits sur l'échange américain. Fait que nous, ça fait 40 ans qu'on joue la game. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse là-dessus? Parce que dans l'histoire du 2 avril, les tarifs qui rentrent le 2 avril, quand il va y avoir le rapport qui va être déposé pour expliquer c'est quoi les nouveaux tarifs à tous les pays du monde, il y a l'histoire des monnaies. Il y a l'histoire des... parce que certains pays, d'après les Américains, volontairement dévaluent leur monnaie pour gagner contre les États-Unis. Et moi, je pense qu'il y a une volonté au Canada, depuis qu'on est au monde, d'avoir un dollar faible pour que justement les entreprises peuvent gagner par défaut et avoir comme profit la devise. La Chine a fait ça pendant longtemps aussi. Exact. Puis ce que les gens comprennent pas, c'est que, tu sais, ils disent, ça va augmenter le prix pour les Américains. Ça, c'est ce que tu entends à CNN et MSNBC ici, c'est que les tarifs vont augmenter les prix pour les Américains. C'est pas le cas. Tout ce qui va arriver, c'est que, tu sais, je reste dans la ventilation, le domaine que je connaissais, là. Tu sais, j'ai des clients qui fabriquent des unités de ventilation custom pour toute l'Amérique du Nord, qui sont à Montréal, qui sont à Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton. Ces compagnies-là vendaient énormément aux États-Unis, probablement 70% de leur chiffre d'affaires était aux États-Unis. Tout ce qui va arriver, c'est que soit qu'ils vont transférer plus de fabrication dans leurs usines américaines ou les compétiteurs américains vont ramasser ces jobs-là à un prix qui était pas bon pour eux autres avant, mais qui là va le devenir assez facilement à cause de ces tarifs-là. Donc, oui, ça peut faire augmenter les prix, mais faut comprendre ce que Trump est en train de faire là, c'est gigantesque comme task. Je pense que c'est le seul pays au monde qui peut faire ça, c'est-à-dire finalement sortir d'une économie socialiste où tout passe par le gouvernement. Pensez-y, là, le gouvernement américain dépense 7 trillions de dollars. Vous ferez l'exercice avec Grok, là, sur X. Tu demandes à Grok, si une pièce et une seconde, c'est combien un trillion? C'est plus qu'il y a d'années qu'on existe, là. Tu sais, ça n'a aucun sens. On n'a pas d'idée. C'est 70 000 milliards, c'est ça? Ça n'a aucun sens. Fait que, dont 1,8 trillion qui est un déficit, là. Oui, c'est ça. À tous les années. Oui. À tous les années. Là, lui est en train d'enlever 2 trillions de dollars de l'économie. 2 trillions que le gouvernement faisait avec la dette. Ils sont rendus à 37 trillions de dollars de dette. Lui, il dit, on peut plus faire ça. On s'entend que c'est pour ça que les bourses capotent, parce qu'ils savent que l'argent magique va disparaître. Exactement. On revient au fondament. Mon portefeuille à moi, tu sais, j'étais un gars de 67 ans. Quand je parle à mon courtier, moi, tout ce que je veux, c'est de la sécurité financière à long terme. Fait que quand il achète une part d'une action, c'est des actions plates. Il y a rien qui se passe là-dedans. Ça monte pas, ça baisse pas, ça paye un dividende de 4%. C'est ça. Tu sais, fait que moi, mon portefeuille, a-tu bougé tant que ça dans les 6 derniers mois? Pas beaucoup. Tu sais, j'ai pas des grosses montées quand ça pète le feu, là. Mais j'ai pas des grosses descentes non plus parce que les fondamentaux changent pas. Tu sais, une compagnie se vend à un multiple de son profit, ces choses-là. Tant que tu regardes les fondamentaux de toutes les compagnies, il y a des choses qui fonctionnent pas. Tesla, Apple, tu sais, parce que ils savent pas c'est quoi le futur pour ces compagnies-là. Donc, il y a des multiples qui sont utilisés que c'est difficile à comprendre. Fait que, tu sais, faut voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, d'enlever ces 2 trillions de dollars-là, puis de les remplacer par une économie des années 50, du manufacturing. On retourne la capacité de faire des médicaments aux États-Unis. On veut des semi-conducteurs. On veut recommencer à faire des autos. On veut forcer les manufacturiers, qui c'est trop facile pour venir vendre aux États-Unis,
va falloir que tu viennes faire tes affaires ici, puis on va remplacer des jobs qu'on veut pas avec des jobs que les gens veulent. Et puis, ensuite de ça, on s'occupera des visas de travail pour faire venir les gens pour faire des jobs que nous, on veut plus faire. Mais à quelque part, Denis, c'est comme un peu, mettons que du côté philosophique, c'est comme un peu un retour à la réalité des États-Unis, dans le sens que t'enlèves l'espèce de fumée, là, t'enlèves le pompage, puis tu reviens un peu à la base de l'économie comme elle doit être. C'est un peu cette vision-là, je pense, qu'ils ont les Américains. Tandis qu'ici, on vit encore dans l'espèce de déni. On reconnaît pas la réalité. Donc, c'est nous autres là, qui est dans la brume, je pense. Là. C'est nous autres qui restent dans la brume. Là. Oui, puis le pire là-dessus, Jerry, c'est que ici, il n'y a plus de pouvoir de taxation. Ils sont rendus au maximum, mais on peut pas être plus esclave qu'on l'est présentement. C'est pas le cas aux États-Unis. Ouais, t'es sous-estimes. Ils sont capables de trouver encore, faites-en pas. Ouais, mais écoute, il y a la capacité de payer aussi. À un moment donné, quand les gens vont commencer à avoir faim, il va y avoir un bris en quelque part. Ça va faire très mal ici parce que les gens sont tellement... Je comprends le point de Trump et c'est tout à fait logique. Puis on s'entend que si j'étais Trump, c'est plus facile à réaliser encore si tu es uni, mettons, avec le Canada, puis ultimement, plus tard, avec le Mexique. T'as cette... parce que Trump est très... Trump, c'est un... c'est un survivaliste. Okay, Trump, c'est carrément un survivaliste. C'est un gars qui, avec raison, craint la Chine. Vous savez que la Chine s'entraîne en ce moment avec l'Iran, la Chine et la Russie s'entraînent en ce moment. C'est l'Iran qui a collé la shot. On dit, regarde, on pense qu'on va se faire boulier par les Américains, donc il faudrait peut-être avoir des genres d'équipes tactiques qui travaillent ensemble. Donc, on le sait, là, qu'on a des ennemis, c'est clair qui sont nos ennemis. La Chine, la Russie, l'Iran, puis quelques voyous alentours. Et lui, il dit, une des choses à faire, c'est de sécuriser l'Amérique du Nord. Sécuriser l'Amérique du Nord en énergie, sécuriser l'Amérique du Nord en sécurité, donc avec les frontières. Puis après ça, s'il arrive un conflit majeur dans le futur, on ne connaît pas l'avenir. Là. Mettons dans 5 ans, dans 10 ans, il y a un conflit majeur. Plein d'affaires sont faites en Inde ou en Chine. L'Inde est poignée que la Chine sont obligés d'arrêter d'envoyer du stock. On est fourré sur... On l'a vu pendant la COVID. On a manqué de choses aussi niaiseuses que des masques, des gants, des niaiseries, je vais le faire. Donc, on a vu ça. Et le Québec a réagi à la Trump pendant la COVID. On veut comme de plus en plus faire nos médicaments. On veut de plus en plus avoir notre bouffe. On a fait exactement ce que Trump dit en ce moment. Donc ça, on ne peut pas y en vouloir de vouloir sécuriser pour son peuple. C'est à nous autres embarquer dans son groupe et on va être bien mieux là-dedans. Ça, c'est un... Mais comment tu vends cette affaire-là par rapport aux gens qui sont des gens de libre-échange, des mondialistes, des gens qui disent non, ça, c'est une économie du passé, on n'est plus là, au contraire, c'est le best, c'est ce qu'on fait. Tu fais des ananas, je fais des tomates, tu m'envoies des ananas, je t'envoie des tomates. C'est pas vrai que tu vas faire pousser des ananas chez vous. Il y a quand même 2 écoles de pensée là-dessus. Là. Les 2 sont bonnes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Justement, j'ai discuté avec un ancien collègue, c'est un ancien compétiteur, mais il a fini sa carrière chez Johnson Controls, c'est une grosse multinationale. Oui. Puis justement, on parlait de ça. C'est sûr que tous les grosses multinationales ont fait la promotion du libre-échange mondial pour faire baisser le prix de leurs produits. Puis donc, eux, dans leur tête, honnêtement, c'était fait pour que le bien-être mondial. Si on est capable de produire des choses médicales ou des choses essentielles à un coût meilleur pour tout le monde, tout le monde va y gagner. Et les États-Unis étaient corrects avec ça pendant plusieurs années pour restaurer une paix mondiale. Tu sais, quand tu as de la prospérité économique, tu penses pas à aller te battre à la guerre. Tout ça avait du sens. C'est devenu juste un peu trop gros, puis les États-Unis ont perdu le contrôle de choses essentielles. Je pense que lui, il se bat sur 2 fronts. C'est de ramener une économie plus stable, plus basée sur des vraies choses et avoir aussi un meilleur contrôle sur ce qu'on a besoin. Puis exactement ce que tu disais tantôt. L'affaire du Canada, c'est
on l'a parlé souvent, là, ça demeure surtout une affaire de sécurité nationale. Ils n'aiment pas le fait que le Canada a pratiquement oublié son armée depuis 20 ans. Ouais. Donc, on n'est pas équipé pour les aider dans le cas d'une catastrophe, dans le cas d'une attaque. Le fait d'avoir, quand tu regardes la map, tu regardes le Canada, le Greenland et les États-Unis, même si tu descends au sud du Mexique, puis juste même pourquoi il est le canal de Panama est si important, c'est que l'Amérique du Nord au grand complet, c'est difficile à attaquer de l'extérieur. Ouais. Surtout si c'est un bloc où la défense nationale est regardée comme un ensemble et non pas 3 pays. Lui, je pense que son approche, si tu veux faire baisser les tarifs, j'ai pas de conseil à donner à Poilievre parce qu'il m'a pas écouté depuis un mois, ça, je peux te dire ça, là. Il y a toutes les mauvaises décisions, il parle de toutes les mauvaises choses. Ouais, mais les amis à Marlene sont contentes. Ouais, même pas. T'as vu le switch d'un champ. Tout ce qu'il y avait à faire, puis elle s'est dit, écoute, c'est de la faute à Trudeau. Gars, Trudeau, là, il déteste Trump depuis 20 ans. On s'est fait un ennemi de notre voisin, puis c'est les résultats. Il n'y avait pas à aller dans les détails, il y avait juste à mettre ça sur le dos de Trudeau pour continuer à faire ça, puis on remet des adultes, puis moi, je vais y aller, puis on va s'entendre mieux avec Trump. Mais si on fait une entente comme ça, je pense que le manufacturing, les États-Unis, le Canada, on est une insignifiance pour eux autres. Là. C'est pas ça qui va faire la différence dans la force économique des États-Unis. Mais dans la tête des gens, il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils sont certains que... ils sont certains qu'ils parlent de nous autres à longueur de journée, qu'ils nous envient, etc. Tu sais, j'essaie d'expliquer ça par rapport, parce que toi aussi, tu es avec des Américains pas mal de ce temps-là. Les gens, les Américains ne voient pas ça de cette manière-là. Comme nous, mettons, un Montréalais ne se préoccupe pas bien de ce que pense quelqu'un à Sept-Îles, quel genre de vie il a. De temps en temps, il va peut-être entendre parler sur un sujet, ça va durer 6 heures, puis après ça, c'est fini. C'est un peu ça. Mais les Québécois ont vraiment l'impression qu'on est le centre du monde, qu'on est le sujet, même que Trump est le sujet de tous les jours, comme c'est le leur, là. Ça l'est même pas, là. Tu veux dire, oui, il fait un show puis tout, mais je veux dire, quand tu rencontres des gens, je veux dire, c'est pas de ça qu'ils te parlent à longueur de journée, là. Je veux dire, nous autres, c'en est une maladie, mais c'est pas le cas partout. Donc, on a de la misère à imaginer un peu comment ça va finir, mais tant et aussi longtemps qu'on en fait une fixation comme on en fait là, on verra pas clair. Tu sais, tout ce que j'entends de comment c'est vu. Puis je ne suis pas surpris de t'entendre. Tu as toujours été quelqu'un qui voit clair, puis quelqu'un qui explique bien les choses et simplement pour que tout le monde comprenne. Mais pour les gens, là, c'est tellement complexe, incluant Poilievre, incluant des gens, probablement des amis à Marlene qui sont en politique depuis toujours. Quand à un moment donné vient, je sais pas, il y a comme un genre de buzz médiatique, émotif. Puis à partir de là, tu essaies de raisonner, même si tu as un bon ton, tu lui prends les mains, tu regardes, puis tu dis, regarde, ça va bien aller, écoute-moi bien, on va leur expliquer, parce que là, tu es perdu. Ils n'entendent rien, ils comprennent rien, sont on fire. Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Mais moi, c'est pas mal ça, plus qui m'inquiète que n'importe quoi d'autre, là, de voir comment, en ce moment, il n'y a pas moyen de raisonner personne, de se calmer, de comprendre les choses, de voir qu'on est dans une position de faiblesse, qu'on est en même temps peut-être dans une position où on va redéfinir pour le mieux notre pays pour les 50, 75 prochaines années. On ne peut même pas jaser de ça. On n'a même pas la maturité de le faire. Oui, moi, ce que j'utilise souvent, c'est tu peux pas rire de ton plus gros client pendant des années puis espérer qu'il n'y aura pas de résultante de ça. Tu sais, c'est notre plus gros partenaire commercial au monde. Et puis ici, ça fait 20 ans qu'on rit des Américains. Il y a un moment donné, ton gros client va dire, écoute, là, toi, là, t'es petit, puis moi, je suis un gros fort, tu sais. Moi, je suis Jerry, puis toi, t'es Yves Landry. Puis, tu sais, je vais y calisser une claque sur la gueule, là, à un moment donné. Mais ça marche pas, tu sais. Puis moi, j'ai vu ça souvent, même dans les humains, là, tu sais. Les personnes corpulentes, ils sont pas, à moins que t'es achales longtemps, tu l'écœures puis tu crisses ton doigt d'en face 22 fois, ben la 23e fois, ça se pourrait qu'il servait puis te calisse une claque d'en face. Fait que c'est ça qui arrive.
C'est exactement ça. La métaphore est très claire, là. Ça fait 20 ans qu'on rit des Américains. Trump, en plus, on peut pas le sentir. Asti, un gars qui a réussi par tout ce qui passe. Ah, il a fait des faillites. Il a fait des faillites. Oui, asti, tu le vois, là, c'est un gars qui il a pas... Tu sais... Pas une crise de scène. Il y a un avion avec son nom dessus, je vois le vert. Ouais, pas un petit. Ouais. Tu sais, quand Elon Musk, il y a 3 G7, les avions 70 millions, Chris, puis il est toujours dans celui de Trump. Oui. Ouais, là. tu regardais le petit ex, là, le petit gars d'Elon. Oui. Où est-ce qu'on va? On est-tu dans Air Force One, dans Marine One un matin? Oh, on prend-tu oui, le exact. Trump Force One? On prend-tu le G7 à peu près? Ouais, mais le futur criminel, il a fait plein de faillites. Hitler. Ben oui, le futur, il y a des faillites. T'as fait combien, toi, de faillites? Je l'ai pas fait. T'as essayé de partir quoi? À rien. OK, parfait. Trump, il l'explique très, très clairement. Ben oui, c'est sûr, certain. Moi, j'achetais, il dit, je faisais, là, quand je voyais une bâtisse qui était surhypothéquée, j'achetais la bâtisse, je créais ça dans un LLC séparé, c'est une compagnie séparée. Tu achètes ça, puis tu mets la bâtisse en faillite, puis là, tu vas t'asseoir avec les banquiers. Tu fais quoi, là? Là, tu n'as plus rien. T'avais une crise de belle hypothèque dans cette bâtisse-là. Ah oui, quand tu comprends ce qu'il faisait avec ça, c'est un génie. Là. Tu sais, ça fait 10 ans que tu fais de l'argent, là, ça finit à matin. Oui. Là, il fait la même chose avec le Canada. Lui, il est habitué de faire ça. Lui, il prend un problème, on le compartimente, un problème, on règle le problème. Puis là, le Canada, ben, ça a tombé dans sa mire parce que la défense nationale. Puis, comme par hasard, nous, que tous les Canadiens disent « Ouais, du fentanyl », ils parlent de fentanyl. Qu'est-ce que c'est ça? Là? On n'a pas de fentanyl au Canada. Nous autres, de quoi qu'ils parlent là? Il est fou, Chris. Là, en dedans d'un mois, on saisit 2 gros laboratoires à Vancouver, qu'il n'y a pas personne dedans. Capacité de manufacturer des kilogrammes puis des centaines de kilogrammes de fentanyl, personne dedans. La RCMP, ça va ça depuis 2 ans. C'est drôle, hein? Ça se peut-tu qu'il y ait des politiciens qui étaient achetés avec ça? De l'argent chinoise, peut-être? Mais non, nous autres, si on ne peut pas se poser ces questions-là, c'est... Tu sais, quand je vois le gros cave à Ford avec sa calotte, là, le Canada, c'est pas à vendre. Sinon, ça fait longtemps que c'est vendu, tu sais. Oui, c'est ça. Late to the party, là. Hé, tabarnouche. La dette nationale qu'on a, là, tu vas t'asseoir, puis comme ils vont aller s'asseoir à Washington présentement, ils vont s'asseoir avec une gang d'adultes. S'il n'est pas vendu, une chose est sûre, tu l'as plus. Tu l'as hypothéqué solide. sûr que sûr. Dennis the Beautiful. Notre chum Dennis the Beautiful. On va être chanceux. Eh bien oui, plus de Denis avec nous autres sur la version Prime, c'est sûr. Après, on fait la première boîte de la semaine avec Jerry. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. JeffFillion.com. Le Vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Un vestiaire spécial parce que c'est le début de la saison. Puis là, on ne parlera pas de hockey. Anyway, le hockey, on va avoir beaucoup d'occasions d'en parler avec les playoffs qui s'en viennent. Mais vestiaire spécial parce que c'est le début de la saison de F1. On avait une bonne course en fin de semaine de NASCAR à Phoenix. Et ben là, c'est ça. Il y a beaucoup d'affaires à jaser. Philippe Brassard qui est de pole position. Super magazine avec entre autres la belle Ferrari de cette année. Sur la première page, donc les gens qui veulent avoir le vrai magazine dans leurs mains, disponible en kiosque. Même chose également si vous voulez avoir plus de nouvelles quotidiennes, parce qu'il en sort de nouvelles dans le monde de la course à chaque jour. Vous allez sur Pole Position sur le web et vous allez avoir tout ce que l'équipe de Philippe travaille. Philippe, on a eu un superbe de bon début de saison. Spectacle, ben écoute, c'est sûr, aidé par la pluie, on va le dire, température froide, donc des histoires de pneus plus froids, etc. Mais ça a donné un bon show.
Ça a donné un très très bon spectacle, Jeff. Par contre, il faut se dire une chose que, comme tu l'as dit, avec la pluie et aussi la configuration du circuit de Melbourne en Australie, c'est pas nécessairement représentatif des 23 prochaines courses de la saison. Est-ce qu'on peut voir McLaren, parce que bon, on a eu du petit drame, à un moment donné, Piastri qui l'a échappé, c'était son circuit, son circuit à la maison, donc il était chez lui. Mais on a pu voir quand même que McLaren semble avoir la meilleure voiture du lot. Je comprends qu'on peut parler de Ferrari, on peut parler de même Max Verstappen avec Red Bull. Mais on dirait que McLaren a une longueur d'avance en début de saison, un peu comme à la fin de saison de l'année passée. Là. Oui, définitivement. C'était le cas à la fin de saison 2024. C'est pour ça qu'ils ont été chercher le titre des constructeurs, d'ailleurs. Et puis, on voit cette année-ci que, de nouveau, les deux voitures étaient en première ligne. Il y a eu des incidents de course qui, comme tu l'as dit, qui ont fait que Piastri termine seulement 8-9e. Mais je dirais que de ce côté-là, c'est quand même une domination. Par contre, on voit que Red Bull, Mercedes, Ferrari sont pas très loin derrière. Williams aussi a bien progressé à l'intersaison. Donc, je pense que ça promet de courses assez spectaculaires pour la suite. Est-ce que, tu sais, on a vu beaucoup de pilotes, de très bons pilotes, parce que là, je vais prendre l'exemple de Williams. On avait l'impression, avec quelques essais, que finalement, Carlos Sainz allait manger Albon comme pilote. Premier week-end nous montre que Albon va être capable de suivre Carlos Sainz probablement cette année. Il était chez Red Bull auparavant. On a vu que Sergio Perez, qui est un excellent pilote, un gars rapide, a été mangé par Max Verstappen. On a plein d'exemples de ça. Il y en a eu d'autres. Cette année, on aurait pu y aller avec Yuki, qui aurait pu avoir le siège. Finalement, on a décidé d'y aller avec un jeune. Dur week-end. Est-ce que la voiture, la Red Bull, est vraiment faite pour Verstappen ou encore Verstappen est vraiment capable de prendre une voiture qui est dure à piloter et de par son talent, il est capable de l'amener, parce que c'est quand même surprenant. Là. Il a été un bon bout de temps dans les fesses, même en avant. Au cours du week-end. Donc, quand on regardait les essais d'avant-saison, on regardait même la première journée, on se disait, ouais, la Red Bull, peut-être que ça ne sera pas une voiture qui va être en avant-plan tant que ça cette année. Et Max Verstappen étant Max Verstappen, on dirait que lui, on lui donne n'importe quoi, il fait des miracles. Ben, je vais répondre oui à tes deux questions. C'est-à-dire que oui, la voiture, elle est conçue et développée d'abord et avant tout pour Max Verstappen. Et oui, sur le fait qu'il est capable de faire des miracles parce qu'il a un talent exceptionnel. Et je dirais que l'année dernière, ce qu'on a vu avec Sergio Perez, c'était un petit peu une situation typique d'un deuxième pilote. C'est-à-dire qu'il a un début de saison où tout le monde apprend un petit peu la nouvelle voiture. Il a un début de saison acceptable. Et par la suite, quand la voiture est développée pour Max Verstappen, là où les autres années, il arrivait à tirer son épingle du jeu, là, il s'est complètement perdu au niveau des réglages. Et ce qu'on voit, là, ils ont mis un jeune pilote avec Liam Lawson, le pilote néo-zélandais, qui a très peu d'expérience de la Formule 1, qui est somme toute une des 6 recrues, parce qu'il y a 6 recrues sur 20 pilotes. C'est exceptionnel cette année en Formule 1. Et puis, finalement, Lawson, il fait pas mieux que Perez. Alors, encore une fois, c'est le premier Grand Prix. On peut pas tirer tout de suite des conclusions pour toute la saison. Mais ce qu'on voit, c'est que je pense qu'il va avoir les mêmes difficultés que Sergio Perez, avec la différence, c'est qu'en plus, il connaît pas toutes les pistes parfaitement. Les pilotes, il les pratique sur simulateur avant d'arriver, mais dans le réel, je veux dire comme ça, il doit apprendre quand même plusieurs circuits et ça va être sans doute assez difficile pour Liam Lawson face à Max Verstappen. Mais c'est la même chose, on peut dire, de Lewis Hamilton chez Ferrari, qui doit apprendre une nouvelle méthode de travail, à travailler avec un nouvel ingénieur. Notamment, on a vu qu'il y a eu quelques petits ratés en fin de semaine passée. Ça va être dur, là. Ça va être dur, la communication. Il n'est pas habitué de se faire parler beaucoup dans des oreilles comme ça. Et là, on a vu l'impatience de Hamilton, qui connaît peut-être pas la culture Ferrari tant que ça. Ça va être une adaptation un peu plus difficile qu'il pense, d'après moi. Oui, puis ça peut lui jouer des tours, parce que chez Ferrari, on sait qu'il y a une certaine culture assez particulière, et donc tu peux pas commencer à critiquer l'équipe trop. On a vu des pilotes autrefois, des Alain Prost de ce monde, et d'autres qui ont carrément été mis dehors parce qu'ils ont critiqué ouvertement Ferrari. Donc je pense que ça va être une adaptation. C'est peut-être la plus grosse adaptation. Il sait piloter Lewis Hamilton, il est 7 fois champion du monde. Mais au niveau de vraiment la culture Ferrari, cette adaptation dans l'équipe, que Charles Leclerc, son coéquipier, connaît très bien, lui, il va devoir s'y adapter, c'est certain. Tu parlais des recrues, c'est sûr que les conditions étaient difficiles, mais quand même, quand tu arrives à ce niveau-là, je veux dire, tu vas être testé dans toutes les conditions. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas été capables de relever, parce que c'est rendu un F1, là, donc c'est pas la place pour brailler, c'est pas la place pour « j'ai trop pesé », etc.
Donc, à part le jeune qui est chez Mercedes, les autres, ça a été dur. C'était un dur week-end pour ces recrues-là. Là. Ça a été très difficile, hein, absolument. Et tu l'as dit, tu as chez Mercedes Andrea Kimi Antonelli, un pilote italien de 18 Très ans. bon. C'est lui qu'on craignait le plus et c'est lui qui s'en est le mieux sorti. Et somme toute, il prend la place de Lewis Hamilton chez Mercedes aux côtés de George Russell. C'est tout un pari de l'équipe Mercedes parce que somme toute, on engage un pilote qui n'avait jamais disputé le moindre Grand Prix de Formule 1, qui n'a pas spécialement brillé l'année dernière en Formule 2. C'est Gabriel Bortoleto, celui qui est chez Sauber aujourd'hui, qui a été champion en Formule 2. Antonelli n'était pas nécessairement tout le temps dans les premiers. Je dirais qu'à la base, c'est sûr que tu as le comptable de Mercedes. Lui, il est très, très heureux parce qu'on passe d'un salaire d'à peu près 400 000 $, à un gars qui était payé 20-30 millions. Donc, lui, pour Mercedes, pour le comptable, ça, c'est une très, très bonne opération. Mais sportivement, c'est tout un pari de la part de Mercedes. Et là, on a vu dès le début, dès le premier Grand Prix de la saison, qui était très près de George Russell. Et ça, c'est vraiment spectaculaire. Je pense que c'est vraiment... On cherche le nouveau Max Verstappen avec lui. Et il a remonté parce que sa position n'était pas idéale. Il a remonté. Bon, il y a eu une couple de drapeaux qui ont permis à tout ce monde-là d'être plus proche, mais quand même, il a très bien... En fait, ceux qui ont resté sur la piste hier ont vraiment fait un job extraordinaire parce que les conditions étaient très, très dures. Quand tu vois des gars comme Carlos Sainz, bon, il y aurait eu une histoire là, avec la voiture de Carlos Sainz, là, il y aurait eu un genre de push du moteur imprévu. Mais même Alonso a eu se sentait à l'aise à un moment donné, a été un peu trop agressif et l'a échappé. Donc, c'était un bon test pour tout le monde de la course d'hier. Vraiment un gros test, là. Oui, parce que à peu près tous les pilotes n'avaient pas pratiqué avec les voitures 2025 en conditions de pluie. Il y en avait quelques-uns à Silverstone qui a fait quelques tests, mais c'était plus pour des tournages de télévision. C'était davantage promotionnel que de vrais essais. Donc, c'est vrai que c'est un très, très bon test, tu l'as dit. C'est vrai que dans le cas de Carlos Sainz, visiblement, c'est un rapport de boîte de vitesse qui s'est enclenché alors qu'il était en plein virage. C'est ça qui lui aurait échappé. Alonso, bon, il a glissé sur des graviers, mais c'est quand même un peu bizarre de la part d'un double champion du monde avec son expérience. Et tous les autres sorties de route, essentiellement, celles en tout cas qui ont résulté d'abandon, ce sont les recrues. Donc, oui, tout à fait, ça va être assez spécial à suivre. Je pense qu'il y a des recrues qui ont quand même déjà montré qu'elles avaient leur place en Formule 1 hors de tout doute. Mais on va voir dès en fin de semaine prochaine avec le Grand Prix de Chine, parce que ça s'enchaîne assez rapidement. Qu'est-ce que ça va donner pour tous ces pilotes-là si on n'est pas dans des conditions de pluie, bien entendu? Oui, bien c'est ça. La Chine risque d'être problème. On a vu à Melbourne presque l'arrivée de l'automne, donc une piste froide, pluie froide. Donc déjà dans ce temps-là pour les pneus. Et on dit qu'en Chine, à ce temps-ci où est le Grand Prix, c'est un peu des conditions semblables. Donc ça risque d'être des conditions qui se ressemblent un peu. Donc encore une fois, un bon défi pour surtout les moins expérimentés. Donc c'est deux Grands Prix. Quoique souvent, à Melbourne, tu t'en tires avec 3 belles journées. Tu t'attends pas à ce genre de température-là, mais c'est quand même 2 bons tests pour commencer la saison pour ces jeunes-là qui arrivent en haut. Hey, 6, j'ai pas souvenir de ça, moi, que 6 recrues ou même de ceux qui ont fait peut-être moins d'1 an, comme Lawson, entre autres. J'ai pas souvenir de ça qu'on en a eu autant. Est-ce que c'est un bon défi pour la F1, ça, au niveau marketing, au niveau... à plusieurs niveaux, c'est quand même... Sur 20, c'est quand même beaucoup de nouvelles personnes, nouveaux visages pour eux, là. Oui, tout à fait. Ben, disons que la Formule 1, il y a le point positif pour le marketing de la Formule 1, c'est qu'on ramène des nationalités de pilotes qui n'étaient plus là depuis quelques années. Je pense à l'Italie avec Antonelli, le Brésil avec Bortoleto. Donc, c'est certain que ça, c'est des pilotes, en effet, qu'on va miser beaucoup nationalement sur leur médiatisation. Donc ça, c'est bien au niveau de la Formule 1. Les pilotes qui sont plus là, bon, il y en a certains comme Guan Yu Zhou, le pilote chinois, il n'avait pas spécialement brillé en Formule 1. C'était un petit peu parce que il représentait le marché de la Chine qu'il s'était retrouvé là. D'autres comme Valtteri Bottas, où on le voyait assez démotivé. Donc je crois que d'une certaine manière, c'est un petit peu normal qu'on les retrouve plus en Formule 1. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des pilotes, je pense qu'il y en a là-dedans qui finiront peut-être même pas la saison, comme l'Australien Jack Doohan chez Alpine. On sait déjà qu'Alpine a engagé 4 pilotes de réserve. Donc clairement, c'est sûr que s'ils ne performent pas au bout de peut-être 5-6 Grands Prix, je m'attends à ce qu'ils soient remplacés. Ça, c'est une certitude. Donc il y en a qui ont vraiment beaucoup de pression cette saison. On est en Formule 1 encore une fois, donc on ne fait pas de cadeaux, c'est sûr. Non. On doit déjà tout de suite parler de Montréal. Ça s'en vient parce que c'est la dernière année avec une date au mois de juin.
On a déjà eu des dates un peu plus tard en juin. Il y a eu certaines années qu'on n'était pas trop loin du week-end même de la fête de la Saint-Jean. On a ramené ça à un moment donné au début juin. Après ça, on est revenu à une date un peu plus normale aux alentours dans le milieu de juin. Et là, l'année prochaine, on apprend que on s'en va vers une date qui est beaucoup plus tôt, fin mai, pour que les écuries transportent un peu moins de matériel. Étant à Miami, je pense, la semaine d'avant ou 2 semaines auparavant. Donc, on aura un changement de date qui va être quand même assez important pour Montréal. Et c'est même un peu bizarre. Donc, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on veut s'arranger pour démotiver les Montréalais? Est-ce que c'est un coup de cochon qu'on a fait à l'organisation? On sait que Dumontier n'est plus là. C'est des gens de Bell. C'est plus comme avant. C'est pas... comment s'appelait le monsieur qui était là longtemps, là, qui était très important, puis qui est encore très important à F1, là, qui était le grand argentier et le grand responsable du Grand Prix. J'oublie son nom, là, mais on a toujours quelqu'un de fort avec le Grand Prix de Montréal. Là, on ne sait pas trop c'est qui. On sait qui est le propriétaire. On sait que c'est Bell. Mais je veux dire, à part ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des questions à se poser sur l'avenir du Grand Prix de Montréal? Surtout que ce qui est arrivé l'an passé, rappelez-vous qu'il est arrivé quelques affaires avec le Grand Prix, entre autres. Alors, veux-tu la réponse officielle ou la vérité, Jeff? La vérité. La vérité. Oui, c'est sûr que, tu as parlé effectivement de Normand Legault, l'ancien promoteur, puis après ça, il y a eu François Dumontier. C'était des gens avec une forte personnalité. La Formule 1 recherche peut-être aujourd'hui des gens qui vont être un peu plus des exécutants de ses méthodes, de son fonctionnement. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont présentement au Grand Prix du Canada ne font pas une très, très bonne job. Non, au contraire, moi, les informations que j'ai, c'est que ça se passe très bien puis qu'ils font du bon travail. Okay. La seule chose qu'il y a, c'est que la Formule 1, aujourd'hui, telle qu'elle est, avec Liberty Media, donc tu as dit, en effet, on veut rapprocher le Grand Prix du Canada proche de Miami pour ne faire qu'un seul déplacement. À la base, c'est quand même une belle hypocrisie d'un point de vue environnemental, mais ça, on n'est pas à une près. Ce que je veux dire, c'est que on va ramener ça à la fin mai. Bon, à la fin mai, l'année prochaine, ça veut dire que le Grand Prix du Canada va tomber en même temps que les 500 000 d'Indianapolis. Donc, médiatiquement, sur le continent nord-américain, c'est déjà pas une bonne chose. Cette année, il tombe en même temps que les 24 heures du Mans, mais les 24 heures du Mans, c'est une course en Europe. Avec le décalage horaire, ça fait en sorte que les 24 heures du Mans sont finis quand le Grand Prix du Canada part. Alors que là, ça va être en plein pendant l'Indy 500. Ça va enlever des fans américains, ça va enlever potentiellement des officiels, ça va enlever potentiellement de l'intérêt médiatique, évidemment, aux États-Unis. Et par la suite, les années 27 à 29, ce qu'on entend dire, ça c'est non officiel, mais ce qu'on entend dire, ça pourrait même être encore une semaine plus tôt. Donc, la fin de semaine de la fête des Patriotes au mois de mai. Wow. Et donc là, il n'y aura pas de neige à ce temps-là de l'année. Mais par contre, si on a un hiver tardif, la pression du montage des installations, parce que c'est pas un circuit, c'est un circuit qu'on peut appeler semi-permanent, le circuit Gilles Villeneuve à l'île Notre-Dame, il y a des choses qui restent, il y a des choses qui doivent être montées. Ça met une pression énorme sur les organisateurs locaux que d'avoir une course comme ça qui est pratiquement un mois plus tôt que les dernières années. Donc, je dirais que de ce côté-là, c'est certain que c'est pas un cadeau que la Formule 1 fait au Grand Prix du Canada. On a privilégié Miami en disant, vous autres, on changera pas votre date et on va devancer le Grand Prix du Canada. Moi, je trouve ça très décevant parce que le début juin, justement, était une date pas mal historique, en tout cas depuis 1982. Mais c'est comme un lancement de l'été au Québec, le Grand Prix. Oui, absolument. Je veux dire, il y a comme un symbole derrière ça. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est un petit peu décevant. Et ce qu'on entend dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui travaille présentement à signer une entente avec NASCAR pour récupérer à partir de 2026 et puis 2027 la date de la mi-juin avec une course NASCAR. Ce qui, somme toute, pour la ville de Montréal, ce serait parfait parce qu'on garde des installations seulement pour à peu près 3-4 semaines. Donc, ça, c'est bien. Pour les fans aussi, on sait que c'est pas forcément le même public qui va aller à une course NASCAR qu'un Grand Prix de Formule 1, donc c'est bon aussi. Et pour tout ce qui est secteur restauration, hôtellerie, on récupère un petit peu cette date de mi-juin. Moi, j'ai envie de dire que d'une certaine manière, je crains, mais c'est la réalité, je crois que ça prépare un petit peu la pré-Formule 1 aussi au niveau de Montréal, parce que je me demande si le Grand Prix du Canada, compte tenu des visions des organisateurs de la Formule 1 et du coup des Grands Prix de Formule 1, je suis pas sûr que le Canada pourra garder un Grand Prix de Formule 1 au-delà de 2029. Et je précise bien au-delà de 2029 parce que je vois plein de choses qui se disent que le Grand Prix, la fin du contrat, c'est 2031. C'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'à la base, le contrat, il a été signé jusqu'à
jusqu'à 2029. Mais comme il n'y a pas eu les années COVID, c'est-à-dire 2020-2021, la Formule 1 a dit, ben d'accord, on peut repousser jusqu'à 2031. Mais la condition dont personne ne parle, je suis vraiment surpris de ça, c'est que c'est conditionnel à l'acceptation de la Formule 1, les éditions 2030-2031. Donc ça veut dire que les conditions, ça va être quoi? Ça va être vraisemblablement une hausse des tarifs, certaines demandes particulières et tout ça. Est-ce que le Grand Prix du Canada va pouvoir adhérer à cela et donc de l'avoir jusqu'à 2031? Je pense que pour l'instant, on est mieux de dire que c'est 2029 que le contrat existe. Ça ne veut pas dire qu'il ne se poursuivra pas jusqu'à minimum 2031. Mais pour l'instant, le vrai contrat, c'est 2029. Ça, il faut quand même le préciser. Wow. Hey, en tout cas, pour Montréal, ce serait... Sérieusement, ce serait un désastre. C'est un désastre. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté? Il y a un seul Grand Prix dans le monde qui ne bénéficie pas du soutien gouvernemental, c'est le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Puis là, ils ont dit qu'après l'édition de cette année-ci, c'est terminé parce qu'on ne sera pas capable de continuer à payer ce que coûte la Formule 1. Donc, je veux dire, tous les autres pays, c'est beaucoup d'argent qui est dépensé, c'est beaucoup de revenus, c'est beaucoup de visibilité aussi. Et ça, c'est l'éternel débat, justement, entre ceux qui vont dire, est-ce que ça vaut la peine d'avoir cette visibilité-là? Et puis, on voit très bien qu'on est, quand on regarde un peu l'attitude de nos politiciens, on n'est pas dans une volonté positive de se faire connaître. Hein. On veut tout refermer sur nous-mêmes. Donc, j'ai envie de dire qu'est-ce que le Grand Prix du Canada va encore être dans les critères qu'on veut ce type d'activité dans le pays? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, bien entendu. Est-ce que le Grand Prix de Madrid qui s'en vient dans le futur va remplacer Barcelone ou ça additionne? Oui. Alors, pour l'instant, il est destiné à remplacer Barcelone parce qu'il n'y a qu'une épreuve qui peut porter le nom de Grand Prix d'Espagne et ça va être Madrid. Mais le circuit de Barcelone, et notamment avec les moyens financiers de la région de la Catalogne, tente de garder sa place au calendrier et de re-signer un nouveau contrat avec la Formule 1. Donc, il y aurait genre de... Ben, un peu comme quand il y avait Jerez, puis il y avait Barcelone. Donc, on avait... Grand Prix d'Europe, Grand Prix d'Espagne, donc on va trouver un autre... Parce qu'effectivement, il y a quelque chose avec la track de Barcelone qui est probablement la track la plus... tu sais exactement quel genre de voiture que tu as à Barcelone. Donc, c'est la track qui... Tu peux pas te cacher à Barcelone. Si tu as une faiblesse quelque part sur ta voiture, Barcelone va te trouver. Donc, oui, c'est devenu... Oui, pour le testing, entre autres. Oui, voilà, ça a servi beaucoup pour les essais d'avant-saison. Barcelone, effectivement, comme tu l'as dit, une piste repère pour beaucoup d'équipes. Et donc, c'est un gros succès, le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de le garder. Présentement, on se retrouve avec 3 épreuves aux États-Unis. Il y en a 2 en Italie avec Imola et Monza. Donc, ce serait possible qu'il y en ait 2 en Espagne. Mais c'est qu'à un moment donné, ça va être compliqué, les dates aussi. On parle d'alternance. On sait que le Grand Prix de Belgique va être disputé une année sur 2 à partir de 2027. Donc, est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Est-ce que, notamment, on pourrait imaginer une alternance du Grand Prix du Canada avec Miami, par exemple, ou des trucs comme ça? C'est possible, mais ça, il y a plein de choses sur la table. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table par certains pays. On sait que l'Arabie Saoudite voudrait notamment 2 Grands Prix de Formule 1. Donc, voilà, c'est l'argent qui mène à ce niveau-là, c'est sûr. Ah oui, regarde, wow. Toute une nouvelle à digérer parce que, regarde, dans la maison chez nous, si ça arrive, j'ai beaucoup de... Comme père, je vais avoir à parler à mes filles parce qu'ils vont être en morceaux. C'est des fans de F1. Oui, c'est des fans de F1, donc ça va être très, très, très difficile. Il faut dire que c'est garanti jusqu'à 2029. Oui, je sais. De ce côté-là, on sait qu'il y a encore 4 éditions qui s'en viennent et ça ne veut pas dire non plus que ça ne continuera pas parce que quand on est une épreuve mais c'est le temps de commencer à s'occuper de ça. Mais il faut commencer à s'en occuper là. Mais quand on est une épreuve hors Europe, on a, on va dire, davantage de chances qu'une épreuve en Europe. Parce qu'on voit que la Formule 1, même si historiquement c'est l'Europe, ils ont tendance à sortir de l'Europe pour aller vers d'autres continents. Donc de ce côté-là, moi j'ai quand même espoir, je suis optimiste malgré tout que le Grand Prix du Canada puisse continuer. Le NASCAR, bon, écoute, moi j'aime beaucoup, j'aime les courses de NASCAR sur grand ovale, sur petit ovale, mais j'aime sur la track Gilles Villeneuve, j'adore les courses de NASCAR, je trouve qu'on a un excellent spectacle. Est-ce que le NASCAR a ses choses, a ses problèmes de son côté? Je sais que Fox met énormément de promotion sur leur nouveau deal qu'ils ont signé avec l'IndyCar. Donc, ils essaient de faire de l'Indy un peu la Formule 1 nord-américaine, ce qu'on avait déjà réussi à faire à l'époque lors de la série Kart, d'une certaine manière. Beaucoup de fans de NASCAR ont l'impression que
il y a plus de push en ce moment aux États-Unis à essayer de monter l'Indy que de continuer à promotionner le NASCAR. Est-ce que c'est des affaires qu'ils inventent dans leur tête ou tu le sens aussi de ton côté qu'il y a peut-être un petit peu plus de difficultés que le NASCAR en ce moment? Ben, je dirais que NASCAR n'a pas nécessairement de difficultés pour l'instant parce qu'ils ont eu des années quand même où il y a eu une forte remontée de leur audience aux États-Unis. Okay. Donc oui, il y a une petite baisse cette année-ci, y compris au niveau des estrades, mais je dirais que malgré tout, ce qu'on veut surtout aux États-Unis, notamment comme tu l'as dit avec le deal avec Fox, c'est de remonter l'IndyCar parce que l'IndyCar c'est un super championnat, puis il était pratiquement plus connu que des passionnés à part l'Indy 500. Donc ce qu'on veut, c'est de ramener l'IndyCar, intéresser le grand public à nouveau aux courses IndyCar. Et ça, de ce côté-là, ça semble être très prometteur, les plans qui sont mis en place. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est au détriment de NASCAR. Je pense que NASCAR, notamment NASCAR, avec la venue de plus de courses sur circuit routier, puis on sait que le Canada aurait pu être ce premier pays à avoir une course de série Cup, une course de championnat Cup. C'est le Mexique qui en a hérité parce qu'ils vont rouler. D'ailleurs, aux mêmes dates que le Grand Prix du Canada cette année-ci, la série NASCAR Cup aura une épreuve sur le circuit routier de Mexico, celui qui est utilisé pour le Grand Prix du Mexique de Formule 1. Et donc, je crois quand même que l'objectif de NASCAR est d'être un vrai championnat nord-américain, donc avec une course au Canada, une course au Mexique et puis 34 courses aux États-Unis. Ça, c'est l'objectif. Et je crois que de ce côté-là, les plans, ils ne sont pas nécessairement révisés. NASCAR, il faut comprendre que NASCAR, c'est un gros bateau qui est difficile à faire bouger parfois en termes de réglementation et tout ça. Mais en termes de deal d'affaires, il y a des plans qui sont comme à très, très long terme pour l'instant au niveau de NASCAR. Je ne suis pas inquiet au niveau de NASCAR. Avant de parler du contenu, qu'est-ce qu'on a dans le magazine de ce mois-ci? Dernière question sur la F1. C'est la dernière année de ce moteur hybride que nous avons. Il y a un autre moteur, il y a un autre type également d'essence qui va aller dedans. Les voitures vont être complètement transformées, surtout au niveau aérodynamique. On ne sait pas trop ce que ça va donner comme voiture parce qu'il y a certains ingénieurs qui semblent inquiets sur les nouvelles règles, à savoir si on va être capable d'aller chercher une certaine vitesse avec ces principes aérodynamiques qu'on veut installer. Donc, beaucoup de joueurs sont pris là en ce moment. Donc, est-ce qu'on investit énormément sur la saison 2026 ou on continue à développer la voiture 2025? C'est sûr que les voitures de tête n'ont pas le choix d'avoir une équipe de développement 2026 et à continuer à développer 2025 s'ils veulent être là jusqu'à la fin. Mais mettons, une équipe comme, je vais prendre par exemple, celle de Adrian Newey et de Aston Martin, qui a déjà un peu développé cette voiture-là. Bon, on a changé des choses par rapport à l'an passé, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas investi autant sur la 2025 parce que eux, c'est double chose. Il va y avoir un nouveau motoriste avec Honda et on aura donc les nouveaux moteurs comme tout le monde avec les nouvelles règles. Donc, et Adrian Newey qui est rentré il y a 2 semaines. Est-ce que Adrian Newey, mettons, bon, Lance a fini 6, un peu par... il a bien fait, mais il y a eu quand même des bons calls stratégiques de son écurie. Mais on voit tout de suite que la voiture n'est pas comme il y a 2 ans, n'est pas dans le top 3, top 4. Donc, est-ce que Adrian Newey, de temps en temps, va regarder un peu 2025, dire ouais, peut-être que vous pourriez développer ça, je vois des choses ici, ou il est uniquement sur la voiture 2026. Et c'est peut-être le cas de d'autres écuries également, là. Je pense que si on peut résumer, je dirais qu'Adrian Newey est probablement 85% sur la voiture 2026 et 15% à suggérer ou à apporter des améliorations du développement sur la voiture 2025. Il faut s'attendre, Jeff, à ce qu'il y ait beaucoup d'équipes qui abandonnent assez tôt le développement de leur voiture 2025. Oui. Tu parles d'Aston Martin, on pourrait citer Alpine, on pourrait en citer d'autres aussi. Je m'attends à ce que effectivement ça soit assez figé au niveau de 2025, là, qu'il n'y ait pas beaucoup d'évolution à apporter. 2026, c'est un gros défi parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 où on change à la fois la réglementation châssis et moteur et carburant. Oui. Donc, de ce côté-là, ça va être très, très compliqué de travailler. On sait que même au niveau du biocarburant, il y a encore beaucoup d'inconnus de ce côté-là, même si les biocarburants, somme toute, c'est une technologie qui est maîtrisée, qui est fiable. C'est juste qu'on a tendance un petit peu dans certains pays, y compris le nôtre, à promouvoir à 200% l'électrique, alors que le biocarburant est une solution beaucoup plus pratique, je dirais, parce que ça permet d'être utilisé dans les moteurs conventionnels, que ce soit en Formule 1, que ce soit dans les voitures de route. Mais la réglementation moteur, notamment, et châssis, ça, c'est un
gros casse-tête au niveau des ingénieurs pour le moment. Donc, il faut s'attendre à des grosses surprises peut-être au début de la saison 2026. On sait déjà qu'il y a des motoristes comme Honda qui ont annoncé qu'ils ont du retard dans le développement de leur moteur. Donc, je crois que ça peut être vraiment problématique au début de la saison prochaine. En même temps, on a simplifié certaines choses. Il y a des affaires sur le système hybride, notamment des moteurs qui vont être simplifiés, mais ça ne veut pas dire qu'on repart pas de zéro ou presque au niveau de cette technologie-là. Est-ce que tu penses que, avec ce qu'on voit là, certains effondrements de tout ce qu'il y a de voitures pour les gens, les voitures électriques, on voit les baisses de vente parce qu'à un moment donné, il fallait finir les subventions, ça ne pouvait pas tenir. Donc, c'est un genre de marché artificiel sur lequel on a essayé de bâtir tout le marché de la voiture électrique. Là, il y a comme un recul, on le voit au Québec avec toute l'histoire de Nordvolt, on voit que les autres projets également de développement de certains produits de batteries. Donc, il y a un essoufflement, je dirais, que certains s'attendaient sur les voitures électriques une fois que les subventions sont terminées. Puis, un genre de retour, je ne sais pas si ça coïncide, peut-être ça coïncide avec l'arrivée de Trump et des voitures plus traditionnelles, mais on voit même que les contracteurs semblent vouloir délaisser. Volkswagen a mangé ses bas avec l'électrique, semble vouloir revenir plus vers... Est-ce que la F1, il n'y a pas quelqu'un quelque part qui se dit, avec les moteurs qu'on peut faire aujourd'hui, atmosphériques, avec la technologie qu'on a, l'électronique et tout ça, est-ce qu'ils ont peut-être manqué, puis je sais que ça a été décidé il y a quelques années, mais d'y aller avec du e-fuel, puis y aller avec un moteur 100% comme c'était auparavant, 100% juste moteur, pas d'hybride, pas de peut-être une récupération d'énergie quelque part, mais minime. Est-ce que la F1 n'a pas manqué à ce niveau-là? Moi, je l'entends beaucoup, là, des gens de F1. On aurait aimé, peut-être pas revoir le V8, le V10, le V12, mais revoir quelque chose qui s'apparente plus à un moteur normal, si je peux dire. Oui, ben c'est certain que il y a plusieurs éléments. Au niveau de ce qui est électrique et tout ça, faut bien comprendre une chose. Moi, je ne suis pas contre les voitures électriques. Je suis contre le fait que les voitures électriques nous soient imposées comme la seule option. Voilà, même chose pour moi. Pour moi, c'est ça. Je pense que pour quelqu'un qui fait 60 km par jour pour aller de la maison au travail, un véhicule électrique peut être une excellente option. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Sauf que le souci du véhicule électrique, c'est aussi une option de contrôle pour beaucoup. Mais ça, on entre dans le débat politique que certains n'aiment pas trop qu'on discute, mais c'est la vérité pareil. Le biocarburant, ce qui est intéressant du biocarburant, parce qu'on dirait qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne réalise pas ce que c'est. Le biocarburant, dans le fond, ce sont des procédés chimiques, parfois de récupération de déchets, parfois de procédés chimiques qui font en sorte qu'on fabrique du carburant qui n'est pas issu de l'industrie pétrolière et aussi, dans certains cas de biocarburant, qui ne rejette pas d'émissions de particules. Donc, c'est un carburant qui est très propre. Et le gros avantage du biocarburant, c'est qu'il peut être mis dans des voitures demain matin, dans nos voitures qui roulent. Il n'y a pas besoin de reprogrammer. Il y a des compagnies de biocarburant qui ont même obtenu des certifications de manufacturier, notamment en Allemagne, pour qu'aujourd'hui, vous allez dans une station-service à Berlin, par exemple, il y a des stations-service que, comme on a un petit peu une pompe diesel qui est d'une couleur différente de l'essence, mais où il y a une station, il y a une pompe biocarburant. Et donc, les gens, monsieur, madame, tout le monde, peut mettre du biocarburant dans sa voiture. Et ça, je pense que c'est une solution d'avenir beaucoup plus intéressante parce que, somme toute, avec l'électrique, on devient dépendant de la Chine et au lieu d'être dépendant des produits producteurs de pétrole avec les carburants fossiles. Donc, je trouve que le biocarburant est un entre-deux vraiment intéressant. C'est pas un hasard que la Formule 1 est allée vers cette option-là. Et je crois que oui, au niveau de ça, la Formule 1 est peut-être un peu en retard parce qu'il y a déjà d'autres séries qui ont utilisé du biocarburant. Puis je veux même faire une petite parenthèse. Au rallye de Charlevoix, au Québec, ça a été le premier événement nord-américain de rallye il y a 2 ans, en 2023, à proposer du biocarburant aux concurrents. Et je me souviens qu'il y a des concurrents qui ont commencé le rallye avec de l'essence de course plomb et qui ont mis du biocarburant par la suite. Ils ont fini le rallye. Ils n'ont même pas eu besoin de rien changer dans la programmation. Donc, c'est vraiment la preuve que ce type de carburant-là fonctionne. Et je crois que la Formule 1, en effet, est en train de rattraper son retard avec le règlement 2026. Ça aurait peut-être pu être imposé plus tôt, mais c'est compliqué parce qu'il faut comprendre qu'en Formule 1, on établit des règlements selon ce qu'ils appellent les accords Concorde, donc qui sont des accords qui sont déterminés parfois 10 ans à l'avance. Donc, on ne peut pas vraiment, ça prend l'unanimité de toutes les équipes quand on veut changer certains règlements en dehors de la renégociation de ces accords-là. Donc, c'est ce qui explique un petit peu qu'il fallait amener une date qui a été 2026. Donc, oui, il y aurait eu des choses
choses qui auraient pu être amenées un peu plus tôt, notamment avec le biocarburant, mais je pense que c'est mieux vaut tard que jamais, on pourrait dire, donc ça va être 2026. Qu'est-ce qu'il y a dans l'édition de ce mois-ci de Pole Position, mon ami Philippe? Alors, on présente évidemment le guide de la saison de Formule 1. Donc, pour tous les fans de Formule 1, on a de nombreuses pages. On a aussi une entrevue exclusive de mon collègue René Fagnan, de Craig Pollock, l'ancien, celui qui avait créé l'écurie BAR de Formule 1 avec Jacques Villeneuve. Je suis en train de lire ça, là. OK, donc il est toujours vivant. Il est toujours vivant et il nous confie pas mal. C'est la première fois qu'il donnait une entrevue sur ce sujet-là. D'ailleurs, il explique pas mal les dessous de l'écurie BAR et notamment certains investisseurs qui n'avaient pas respecté l'argent qu'ils devaient mettre sur la table. C'est très intéressant à suivre. Il y a aussi un portrait du pilote québécois de NASCAR, Alex Labbé. On présente aussi la saison de NASCAR. On parle aussi donc de rallye. On parle beaucoup d'endurance aussi avec les 24 heures de Daytona, des courses de circuit routier national. Donc voilà, c'est vraiment le profil. On est rendu le seul magazine canadien de sport automobile parce que la revue en anglais en Ontario, ils ne sont plus que sur le web. Ça fait qu'on a à la fois poleposition.ca sur le web et le magazine. C'est vraiment fait pour les passionnés. En tout cas, nous autres, ça fait 35 ans qu'on le fait. As-tu l'intention de traduire et de faire une version anglaise pour le Canada anglais? Non, parce que ça prendrait. Si on veut bien le faire, ça prendrait une autre équipe complètement. Et malheureusement, on n'a pas les budgets pour ça pour le moment. Donc voilà, c'est ça. Regarde, bravo, pareil, bravo. C'est tout un exploit de réussir à toffer dans ce milieu qui a, un peu comme le nôtre, qui a changé énormément au cours des dernières années. Philippe, super le fun, content de te reparler, content de te parler pendant la saison. Regarde, je suis heureux. Je suis heureux, les courses de F1 sont commencées. NASCAR en fin de semaine, plein de choses qui s'en viennent. Tes courses, justement, tu es un amoureux de ce qui se passe à Charlevoix avec ceux que beaucoup de monde disent que ça c'est la vraie course quand on est dans le rallye, on est la vraie course, les vrais pilotes, etc. Donc, tous les amateurs de course, bonne saison, le bon temps s'en vient, le printemps s'en vient. Et Phil, ce sera un plaisir de te reparler pendant la saison. Merci, à la prochaine. Un grand merci. Salut, bye. Vous a été présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.